Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. À suivre ce matin, une table ronde consacrée à l'apprentissage dans le cadre des travaux de la délégation aux entreprises, présidée par la sénatrice Les Républicains, Elisabeth Lamure. L'apprentissage, c'est un dispositif qui permet à des jeunes de moins de 25 ans d'alterner cours théoriques et périodes en entreprise. C'est un dispositif jugé efficace pour l'insertion professionnelle des jeunes, mais qui souffre d'une image dégradée. Le résultat, c'est que l'apprentissage est en constant recul en France ces dernières années. Alors quelques chiffres, il y a eu une baisse de 8% au niveau du nombre de nouveaux contrats d'apprentissage en 2013, une baisse de moins 3% encore en 2014, et cela malgré un nouveau dispositif d'aide prévu par le gouvernement qui a prévu une prime de 1 000 € supplémentaires pour les entreprises de moins de 250 salariés par nouveau contrat d'apprentissage. Le recul de l'apprentissage, c'est le thème de la table ronde que je vous propose de voir ce matin. Une table ronde à laquelle participent des économistes, une représentante de la Chambre de commerce et d'industrie de la Seine-Saint-Denis, également un représentant, le président même de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et d'artisanat. Tout de suite, donc, on prend la direction de la salle Médicis. Mesdames et messieurs les présidents, mes chers collègues sénateurs, mesdames et messieurs les intervenants, vous n'entendez pas? Alors, voilà, je voulais saluer tout le monde, présidents, sénateurs, les intervenants qui sont à cette tribune. Vous dire que je vous accueille avec beaucoup de plaisir ce matin sur un sujet qui est évidemment passionnant et même passionné. Et je vous accueille au titre de la délégation sénatoriale aux entreprises, qui est donc née en décembre dernier, à l'initiative du président Gérard Larcher, qui avait eu l'intuition que les entreprises avaient le sentiment que les parlementaires, en quelque sorte, les ignoraient un peu et ne s'occupaient d'elles que pour leur créer des obligations et des charges supplémentaires. Or, les entreprises détiennent pourtant les clés de la croissance et de l'emploi dans nos territoires. Si bien que cette délégation s'est organisée avec 42 sénateurs qui en sont membres, qui viennent évidemment de tous les groupes politiques. Et la délégation a reçu pour mission de nouer ou de renouer le dialogue avec les entreprises. Nous avons donc choisi d'aller à la rencontre des entrepreneurs sur le terrain pour les entendre, pour mieux les connaître. Et depuis le début de l'année, nous avons rencontré une centaine d'entreprises dans 6 départements français. Et nous sommes également allés à Londres pour entendre aussi les raisons pour lesquelles les entreprises françaises avaient été attirées par une installation au Royaume-Uni. Et puis, nous allons continuer à aller encore au-devant des entreprises pour identifier les freins à leur développement et pour traduire cela dans notre activité de législateur. C'est une démarche qui participe au renouvellement de l'action politique que, vous le savez, on accuse trop souvent d'être déconnecté des réalités. Alors à ce jour, nous avons publié déjà 2 rapports pour rendre publics les enseignements que nous avons tirés de nos différentes rencontres. Nous avons également soutenu des amendements à l'occasion des projets de loi Macron et Rebsamen que nous avons examinés au printemps dernier. Et puis nous menons actuellement des études pour approfondir un certain nombre de sujets. Alors nous organisons cette table ronde aujourd'hui que nous avons nommée « Relancer l'apprentissage, une urgence pour les entreprises et pour l'emploi ». Car en effet, après plus de 6 mois de rencontres avec différentes entreprises, donc aux 4 coins de France, nous avons acquis la conviction que le sujet de l'apprentissage est majeur, à la fois pour l'économie et pour l'emploi. D'ailleurs, les entrepreneurs rencontrés ont particulièrement souligné leurs difficultés pour recourir à l'apprentissage, alors même qu'ils nous disaient évidemment combien ils en avaient besoin. L'un d'entre eux nous disait, par exemple dans la Drôme, que les compagnons étaient extrêmement précieux pour son entreprise, presque plus que les ingénieurs, parce qu'ils n'ont pas d'équivalent. Ou un autre dénonçait le manque de souplesse du système de formation en alternance, qui tient à la fois à la réglementation sur les métiers dangereux, qui empêche de faire effectuer certaines tâches aux apprentis, de les former efficacement sur les machines de l'entreprise. Donc elle tient aussi à la rigidité de l'organisation du temps de travail des apprentis en entreprise,
à la quasi-impossibilité de rompre le contrat d'apprentissage si le jeune ne fait pas l'affaire. Et puis plus généralement, on sent un défaut de confiance accordé aux entreprises en France, où il semble qu'on vise davantage à protéger l'apprenti, en quelque sorte, de l'abus du patron. Enfin, tous les entrepreneurs ont déploré devant nous le manque de valorisation de l'apprentissage dans le système éducatif, qui tient sans doute au manque de lien entre l'école et l'entreprise, mais également le manque de connaissance des métiers auxquels forme l'apprentissage. Alors, c'est sur le fondement de ces échanges que la délégation a pu identifier l'apprentissage comme un défi essentiel. Je rappelle qu'aujourd'hui, un jeune sur 4 est au chômage. C'est un chiffre alarmant comparativement à l'Allemagne, où le chômage touche seulement un jeune sur 14. Et chez nous, en France, 5,2% de nos jeunes sont en apprentissage, contre 16% en Allemagne. Et je ne parle pas de la Suisse. Et on constate que le nombre d'apprentis en France va en reculant. C'est une baisse de plus de 10% en 2 ans que l'on constate avec les chiffres que nous communique le gouvernement. Et sur ce premier semestre 2015, nous entendons parler d'un nouveau recul qui traduit cette fois un vrai décrochage de l'apprentissage dans notre pays. Et pourtant, ce sont 8,2 milliards d'euros qui y sont consacrés chaque année, un financement qui pèse pratiquement pour moitié sur les entreprises. Alors, pourquoi tous ces efforts financiers ne sont-ils pas couronnés de succès malgré les réformes, les modifications réglementaires? On voit que l'apprentissage ne décolle pas et même qu'il s'effondre. Alors, notre ambition ce matin, à travers les intervenants qui sont à cette tribune, c'est d'y voir plus clair, de parvenir à dégager des pistes pour promouvoir l'apprentissage en entreprise. Je voudrais donc remercier les intervenants qui ont accepté de venir enrichir nos travaux, vous remercier, mes chers collègues, d'être là pour assister à cette rencontre qui s'annonce particulièrement riche. Notre matinée va s'organiser en 2 temps. Donc la première table ronde qui va débuter dans quelques minutes va se concentrer sur l'analyse des raisons du recul que connaît l'apprentissage en entreprise et les moyens d'enrayer ce recul. La comparaison avec l'Allemagne à cet égard pourra être évidemment éclairante. Et puis, pour compléter cette approche systémique du sujet, la seconde table ronde sera consacrée aux personnes qui font vivre le système de l'apprentissage partout en France. Donc, nous écouterons différents témoignages d'acteurs de terrain qui viendront confirmer ou infléchir les analyses ou les pistes que la première table ronde nous aura permis de dégager. Et puis enfin, à l'issue de cette matinée, Gérard Larcher, le président du Sénat, nous fera l'honneur de venir clore nos travaux. Voilà ce que je voulais vous indiquer en introduction de cette matinée. Donc, nous avons convié pour cette première table ronde tout d'abord 2 économistes, M. Ferracci et M. Martineau, de manière à ce qu'ils nous fassent bénéficier de leur regard éclairé d'universitaires sur le sujet. Et nous avons convié Mme Dubrac et M. Griset pour représenter les chambres consulaires qui occupent évidemment une place importante sur l'ensemble du territoire. Donc, je voudrais laisser la parole à Monsieur Marc Ferracci, qui est donc économiste, professeur à l'université Panthéon-Assas. Vous êtes membre du Conseil d'analyse économique. C'est un organe qui est placé auprès du Premier ministre et qui réalise... Non, je ne suis pas tout à fait membre du CAE. J'ai commis avec d'autres auteurs une note sur l'apprentissage pour le Conseil d'analyse économique, mais je ne suis pas officiellement membre du Conseil d'analyse économique. Enfin, vous en êtes très proche. Oui, donc, vrai. je voulais préciser que c'était un organe qui était placé auprès du Premier ministre et qui réalisait en toute indépendance des analyses économiques pour le gouvernement. Donc, et je précise que vous avez d'ailleurs à ce titre écrit avec Pierre Cahuc une note intitulée l'apprentissage au service de l'emploi. C'est bien cela, c'est récent, c'est en décembre dernier. Donc si vous voulez bien nous présenter ce travail et votre vision en tout cas du sujet, merci à vous, je vous laisse la parole. Merci Madame la Présidente. Oui, je précise que dans le prolongement de cette note qui est parue effectivement au début de l'année au Conseil d'analyse économique, nous avons rédigé avec Pierre Cahuc un ouvrage qui vient de paraître, je crois qu'il paraît aujourd'hui, on est le 1er octobre,
aux presses de Sciences Po et dont le titre va peut-être d'ailleurs lancer un petit peu mon exposé, s'appelle « L'apprentissage, donner la priorité aux moins qualifiés ». Alors je vais partir de cette idée-là, parce que vous l'avez bien souligné, Madame la Présidente, l'apprentissage du point de vue des effectifs baisse depuis quelques années en France, mais je pense qu'il faut replacer cette baisse dans un contexte et dans une tendance plus générale. Depuis maintenant 25 ou 30 ans, en tendance, les effectifs de l'apprentissage ont eu tendance à s'accroître de manière générale, et en réalité, il faudrait parler de l'alternance au sens large qui cumule à la fois l'apprentissage et les contrats de professionnalisation, j'y reviendrai. C'est une des caractéristiques de notre système que d'avoir plusieurs modalités pour finalement un même objectif qui est de favoriser l'insertion des jeunes dans l'entreprise. Alors, les effectifs augmentent, mais en réalité, cette augmentation s'est faite principalement au profit de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur. Ça, c'est le point sur lequel nous insistons beaucoup dans les écrits que nous avons réalisés. Globalement, la baisse récente que l'on a pu constater s'explique essentiellement par la baisse de l'apprentissage dans les bas niveaux de qualification, en particulier au niveau infra-bac, c'est-à-dire au niveau CAP. Et du point de vue de l'analyse économique, le fait que l'apprentissage se développe plus dans le supérieur, pose quelques questions. Pourquoi est-ce que cela pose quelques questions? Parce que les évaluations économiques des formations en apprentissage, les évaluations qui cherchent à regarder ce que deviennent les apprentis, en les comparant à des jeunes qui auraient des caractéristiques très similaires, eh bien, montrent que l'apprentissage est un véritable levier d'insertion professionnelle, un levier puissant, mais c'est principalement vrai pour les bas niveaux de qualification. Lorsque vous êtes à Bac plus 2 ou Bac plus 5, la valeur ajoutée de l'apprentissage, c'est-à-dire le gain que vous pouvez en tirer en matière d'insertion professionnelle durable, est finalement assez faible. Personnellement, j'ai été responsable de formation en apprentissage à l'université au niveau master, et c'est vrai que j'ai pu constater que la modalité pédagogique que constitue l'apprentissage par rapport à des stages longs de fin d'études n'est pas forcément porteuse d'une grande valeur ajoutée, même si évidemment il y a un intérêt à développer l'apprentissage dans le supérieur, mais ce sur quoi il faut vraiment insister, c'est que pour les gens du supérieur, le diplôme est lui-même une protection contre le chômage. Alors que pour les jeunes les moins qualifiés, eh bien, il n'y a pas vraiment d'alternative à l'apprentissage pour favoriser l'insertion professionnelle. Et si on s'intéresse un petit peu aux évolutions récentes, les emplois aidés dans le secteur non marchand, en particulier des dispositifs comme les emplois jeunes, les emplois d'avenir, ne sont pas une alternative viable pour favoriser l'insertion professionnelle durable. Donc, partant de ce constat, il y a un certain nombre d'autres constats et aussi de propositions qui en découlent, mais je pense qu'il faut vraiment partir de ce point. Les ressources et plus généralement l'orientation de notre système d'apprentissage, et je pense que Bertrand Martineau pourra donner un éclairage avec le cas allemand qu'il connaît extrêmement bien là-dessus. Je ne vais pas trop parler de l'Allemagne parce que c'est Bertrand le grand spécialiste de l'Allemagne, mais fondamentalement ce que l'on constate, c'est que en Allemagne, le nombre d'apprentis dans l'enseignement supérieur est proche de 0. Alors qu'en France, plus d'un apprenti sur 4 est dans l'enseignement supérieur. Donc, sur la base de ce constat, on peut essayer de répondre à la question « Pourquoi est-ce que l'apprentissage baisse dans les années récentes ?» Je pense qu'il y a des causes qui sont pour partie conjoncturelles, et il y a des causes beaucoup plus structurelles qui tiennent au dysfonctionnement de notre système d'apprentissage. Les causes conjoncturelles, c'est d'abord la conjoncture elle-même, c'est-à-dire le fait que la croissance est ralentie et que cela affecte un certain nombre de secteurs d'activité, comme le BTP par exemple, qui sont traditionnellement de gros utilisateurs d'apprentis. Bon, ça c'est un premier élément. Il a pu dans les 3 ou 4 dernières années, se produire une baisse de l'apprentissage du fait de décisions politiques qui ont consisté à réduire les subventions aux entreprises en matière d'apprentis, mais ces subventions ont été rétablies très récemment, donc je ne pense pas que ça constitue désormais la principale explication à la baisse de l'apprentissage. Il a pu également se produire
un phénomène, même si on n'a pas de preuves statistiques de cela, il a pu se produire un phénomène de vase communicant entre l'apprentissage et des dispositifs qui s'adressent au même public, c'est-à-dire aux jeunes plus ou moins qualifiés, tels que les emplois d'avenir. Peut-être que les emplois d'avenir ont, entre guillemets, cannibalisé un petit peu certains dispositifs d'apprentissage. Bon, tout cela, ce sont finalement des choses conjoncturelles qui sont réversibles dans une certaine mesure, mais je pense que notre système connaît des dysfonctionnements qui vont au-delà de ces causes conjoncturelles et sur lesquels il faut vraiment se pencher si on veut, je ne veux pas utiliser cette expression qui est un petit peu polémique, mais si on veut inverser durablement la courbe de l'apprentissage dans notre pays. Les problèmes, ils sont à la fois d'ordre financier, mais peut-être principalement d'ordre non financier. Les problèmes d'ordre financier, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, c'est que les subventions qui sont versées aux apprentis, ou plutôt aux employeurs d'apprentis, sont aujourd'hui trop peu modulées en fonction de la qualification. Comme je l'ai dit, l'apprentissage présente de grands bénéfices pour les jeunes qui sont sans qualification. Il faut quand même rappeler que la présidente l'a dit, mais j'en rajoute, on est aujourd'hui en France face à un phénomène massif. Il y a 2 millions de jeunes entre 15 et 29 ans qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation professionnelle. Ce sont tous les décrocheurs qui se sont accumulés année après année et auxquels on a finalement assez peu de solutions à apporter, si ce n'est des dispositifs comme l'apprentissage qui mêlent de la formation avec une insertion dans l'emploi marchand. Donc, le premier point, encore une fois, c'est que du point de vue du mécanisme et des mécanismes de subvention, je pense que on gagnerait à mieux subventionner, à donner plus d'incitations financières aux entreprises qui embauchent des apprentis. Alors, il y a un autre aspect qui tient, la présidente l'a évoqué, à la complexité des normes et des contraintes juridiques qui entourent l'embauche des apprentis. Je pense qu'effectivement, il y a de la simplification à apporter à notre système sur ce point, mais il faut jouer sur les deux leviers. Il faut limiter les contraintes, il faut aussi donner des incitations, et encore une fois, j'insiste, les incitations, elles doivent être principalement concentrées, sans forcément, évidemment, déshabiller l'apprentissage dans l'enseignement supérieur, mais elles doivent être principalement concentrées vers les bas niveaux de qualification. À côté de ces obstacles, il y a des obstacles qui tiennent à la rigidité de notre système, et en particulier à la difficulté à adapter les formations en apprentissage aux besoins du marché du travail. Ce que l'on constate, c'est que c'est assez compliqué d'ouvrir une formation en apprentissage. L'apprentissage donne droit à un titre, donne droit à un diplôme qui est validé par l'Éducation nationale. Et à ce titre, l'Éducation nationale joue un rôle important dans la validation des formations en apprentissage, en parallèle avec les régions. Ce que l'on constate, c'est que, sans rentrer dans les détails, la procédure qui permet d'ouvrir et de valider une formation en apprentissage est assez lourde. Or, ce que l'on sait aujourd'hui de la dynamique du marché du travail, c'est que cette dynamique s'accélère, c'est que de métiers nouveaux apparaissent, par exemple dans le secteur de l'informatique, le besoin en programmeurs, en développeurs devient patent, et que, de ce point de vue, le système éducatif dans son ensemble, mais le système d'apprentissage en particulier, est trop peu agile. Donc il faut repenser dans une certaine mesure la gouvernance de notre système et essayer de repenser le jeu des acteurs de telle sorte que les entreprises, les branches professionnelles soient véritablement partie prenante de l'ouverture des formations en apprentissage et partie prenante de la définition de leur contenu. Ça, j'insiste beaucoup parce que lorsque l'on se penche très concrètement sur les contenus des formations au niveau CAP, par exemple, qui sont fournis par l'Éducation nationale, et sur le contenu également des examens, eh bien, on se rend compte qu'on a des formations qui sont souvent très éloignées, des contenus de formation qui sont souvent très abstraits et très éloignés des préoccupations des entreprises. Alors, je n'en fais pas une généralité, il y a de la variabilité, il y a des différences, il y a de l'hétérogénéité sur ce point, mais de manière générale, le fait que l'Éducation nationale soit véritablement au centre du jeu ne nous semble pas, Pierre Cahuc et moi, puisqu'on a développé ces idées-là dans nos ouvrages, ne nous semble pas forcément quelque chose de fertile. Donc, de ce point de vue, remettre les branches et les entreprises au centre du jeu,
remettre les partenaires sociaux également au centre du jeu, comme ils le sont dans d'autres pays. Et encore une fois, je pense qu'on pourra parler de l'Allemagne à cet égard. C'est quelque chose de véritablement très important. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole. Je pense que j'aurai l'occasion de développer d'autres points. Mais si je résume, faire en sorte que les moyens supplémentaires que l'on souhaite allouer à l'apprentissage aillent prioritairement au bas niveau de qualification. Encore une fois, l'idée, c'est pas de déshabiller l'apprentissage dans l'enseignement supérieur, mais de faire en sorte que ce qui viendra en plus, eh bien, soit ciblé sur les bas niveaux de qualification, parce que c'est là que les perspectives d'insertion professionnelle sont les plus faibles. Et encore une fois, il y a peu d'alternatives à l'apprentissage. Faire en sorte que l'écosystème de l'apprentissage, eh bien, modifie son centre de gravité pour donner plus de poids aux branches professionnelles et aux entreprises, à la fois dans les décisions d'ouvrir des formations, mais aussi dans la définition de leur contenu. Ce sont, de notre point de vue, les deux priorités du moment. Bien, merci beaucoup, Monsieur Ferracci, pour avoir également ouvert cette table ronde. Je vais passer la parole à Monsieur Bertrand Martineau. Donc, vous êtes également économiste. Je voulais préciser que vous aviez été récompensé par le prix Turgot en 2014 pour votre livre intitulé « Chômage, inverser la courbe ». Vous êtes l'auteur d'une étude publiée sous le double timbre du Mouvement des entreprises de taille intermédiaire et de l'Institut Montaigne, et qui s'intitule « L'apprentissage, un vaccin contre le chômage des jeunes, plan d'action pour la France tiré de la réussite allemande ». Et vous venez également de publier un nouvel ouvrage « Pour en finir avec le chômage, ce qui marche, ce qui ne marche pas » chez Fayard. Et donc, c'est à la fois le lien entre l'apprentissage et l'emploi et la comparaison avec l'Allemagne que nous espérons voir approfondir grâce à vous. Je vous laisse la parole bien volontiers. Merci Madame la Présidente. Alors oui, ce qui marche, ce qui ne marche pas, sans rentrer dans les détails, l'apprentissage fait partie de ce qui marche. Donc je ne rappellerai pas les chiffres d'insertion à la sortie de l'apprentissage. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit Marc Ferracci. Moi, l'apprentissage, le développement de l'apprentissage dans le supérieur ne me pose aucun problème. C'est très bien, c'est parfait, voilà. Sauf que c'est pas là que se pose le problème de l'insertion. Donc effectivement, c'est vers ces bas niveaux de qualification, ces premiers niveaux de qualification qu'il faut faire porter l'effort, mais ça ne veut pas dire du tout que le développement de l'apprentissage dans le supérieur soit une mauvaise chose, bien entendu. Alors, je vais axer pas mal mon intervention donc, sur la comparaison avec l'Allemagne, mais déjà je voudrais revenir un tout petit peu sur pourquoi l'apprentissage recule en France. Alors Marc a commencé à en parler, je vais insister un petit peu. Il y a effectivement la concurrence des emplois d'avenir, puisqu'en fait, on s'adresse à peu près au même public, c'est-à-dire des jeunes peu diplômés, peu qualifiés. Donc c'est évident, mais au-delà, il y a clairement, d'un point de vue conjoncturel, il y a eu un désintérêt du gouvernement pendant les 2 premières années, on va dire, ce qui veut dire que le gouvernement et puis tout l'appareil administratif, j'en parle en connaissance de cause, puisque j'ai été pendant quelques années délégué général à l'emploi et la formation professionnelle au ministère de l'Emploi. Quand vous mobilisez toute la sphère publique sur un objectif, par définition, vous ne mobilisez pas sur autre chose. Donc, depuis 2012, il faut savoir que les services de l'État, au sens large, et le service public de l'emploi a été totalement mobilisé sur les emplois d'avenir. Et donc, les journées n'ayant que 24 heures, et bien, pendant ce temps-là, vous ne vous préoccupez moins, évidemment, de sujets de type apprentissage. Donc, ça veut dire très concrètement que l'éducation nationale ne s'est pas mobilisée sur l'apprentissage ces dernières années. Ça veut dire que le service public de l'emploi, au sens large, c'est-à-dire Pôle emploi, mais surtout les missions locales, n'ont pas été mises sous tension sur l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on leur a demandé de faire des emplois d'avenir essentiellement. Les régions, on va en reparler, mais les régions n'ont pas été non plus incitées par le gouvernement, à tel point que le gouvernement en 2014 a retiré le dernier outil que l'État avait pour inciter les régions à aller vers l'apprentissage, qui étaient des conventions d'objectifs et de moyens, qui faisaient dépendre des subventions, des dotations budgétaires aux régions d'un certain nombre d'atteintes d'objectifs en matière d'apprentissage. Donc ça a été débranché. Et donc, en fait, il n'y a plus véritablement de pilotage de l'apprentissage. Alors, les chiffres ont tellement baissé, ça a été rappelé, notamment sur les premiers niveaux de qualification. Je rappelle que sur l'année 2014, il y a eu une petite augmentation du nombre d'apprentis dans le supérieur, mais une baisse beaucoup plus forte que la moyenne dans les premiers niveaux de qualification. Alors, voilà pour les aspects conjoncturels. Alors maintenant,
Je rejoins tout à fait ce que dit Marc. C'est pas parce que ce qui se passe depuis 3 ans en matière d'apprentissage est assez catastrophique que tout allait bien avant. En fait, ça fait de très nombreuses années que les différents gouvernements essayent de relancer l'apprentissage, généralement en remettant de l'argent au pot, hein, en doublonnant éventuellement ce que font les régions, en créant de nouvelles aides, etc. Et pourtant, l'apprentissage a peu progressé depuis 2004, en tout cas pas du tout en proportion des moyens supplémentaires qui ont été affectés. Et puis, cette progression a eu lieu exclusivement dans les niveaux supérieurs. Encore une fois, elle a stagné, voire un petit peu diminué selon les années, sur les niveaux CAP et bac professionnel. Et en fait, le problème, c'est qu'un des problèmes importants de l'apprentissage en France, c'est que il est à un bon niveau au niveau CAP, au niveau bac professionnel, ça n'a pas pris. Hein, c'est-à-dire que 80% des bacheliers professionnels préparent le bac professionnel en lycée professionnel et non pas en apprentissage. Alors, donc le problème, il n'est pas évidemment conjoncturel. Alors, c'est pour ça que ça renvoie à une comparaison avec d'autres pays. Alors, la présidente a rappelé qu'il y a plusieurs pays qui ont de très très bonnes performances en matière d'apprentissage, et c'est pas par hasard, c'est exactement les mêmes pays qui ont de très bonnes performances en matière d'insertion de l'emploi, que vous le preniez, quels que soient les chiffres que vous preniez le taux d'emploi, le taux de chômage, le taux d'insertion à 6 mois après le diplôme, enfin vous prenez ce que vous voulez, ces pays font mieux que la France en matière de chômage, et c'est évidemment pas de chômage des jeunes, et c'est évidemment pas un hasard. Alors moi je me suis, pour des raisons personnelles, linguistiques, je me suis concentré sur l'Allemagne. Non pas parce que l'Allemagne est peut-être le meilleur pays, c'est pas ça, je pense que la Suisse fait au moins aussi bien, voire peut-être mieux, mais que voulez-vous, l'Allemagne c'est le pays dont on est le plus proche, c'est celui avec lequel nos entreprises ont le plus de contacts, donc c'était quand même intéressant d'aller voir ce que fait l'Allemagne, qui est une réussite sur ce sujet. Alors, pour illustrer la réussite allemande par rapport à la France, dans l'étude que j'ai faite pour l'Institut Montaigne, je résume ça à la règle des 3-3. La proportion d'apprentis en Allemagne est 3 fois plus élevée. Hein, donc en proportion, hein, pas en nombre absolu aussi, mais ce qui compte c'est la proportion. Le taux de chômage des jeunes de 16 à 25 ans est 3 fois plus élevé en France. Et, on ne le dit pas assez parce qu'il fallait aller regarder de près les chiffres, le coût par jeune pour les finances publiques et par an est 3 fois supérieur en France. Voilà. Je parle des finances publiques, je ne dis pas ce que fait, mais par ailleurs, les entreprises à taxe d'apprentissage. Bien entendu, et je reviendrai, les entreprises allemandes payent beaucoup plus pour l'apprentissage que la France, qui sursubventionne par les finances publiques. Donc on a un système qui, sans rentrer vraiment dans les détails, juste en regardant un petit peu, est quand même assez peu efficace en France, puisque vous avez beaucoup moins d'apprentis en proportion, et vous mettez beaucoup plus d'argent par an et par apprenti de deniers publics. Voilà. Alors, la dernière chose qui est très frappante avec l'Allemagne, c'est que l'apprentissage en Allemagne est développé aussi bien dans la plus petite entreprise de moins de 5 salariés que chez Volkswagen, oui, aussi, chez Deutsche Bank, etc. C'est-à-dire qu'en Allemagne, quelle que soit la taille de l'entreprise, vous avez à peu près 5, 5,5, 6%, selon les strates, de salariés qui sont apprentis. Alors qu'en France, l'apprentissage, vous savez, pour la moitié des apprentis sont des entreprises de moins de 10. Ce qui veut dire, c'est quelque chose de très très important. Ça veut dire que l'image de l'apprentissage est très différente en France, dans l'Allemagne, pour cette raison-là. Typiquement, quand vous voyez des parents, par exemple, l'apprentissage, c'est l'image de l'apprenti, c'est l'apprenti boulanger. Alors, bien entendu, il n'y a pas que des apprentis boulangers en France. Vous avez aussi des apprentis dans des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, vous avez de l'apprentissage au niveau du bac professionnel, des licences professionnelles, vous en avez partout des apprentis. Mais c'est vrai que statistiquement, cette image est tout à fait fondée. Statistiquement, la plus grande proportion des apprentis en France sont dans des CAP, dans des entreprises de moins de 10 salariés. C'est la réalité statistique. Alors qu'en Allemagne, quand vous parlez d'apprentis, l'apprenti en Allemagne, l'apprenti typique, c'est le gars qui vend des voitures dans un concessionnaire, chez un concessionnaire, c'est votre employé de banque, c'est un technicien chez Siemens. C'est ça l'apprenti en Allemagne. C'est beaucoup les services, puisque l'apprentissage en Allemagne, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est plus développé dans les services que dans l'industrie, en proportion. Voilà, donc vous avez cette image qui est très différente. C'est ça, en fait, qui fait la réussite allemande. L'apprentissage est partagé à tous les niveaux d'entreprise et de secteur d'activité. Alors pourquoi
pourquoi est-ce que l'Allemagne réussit mieux que la France dans ce domaine? Alors, très souvent, on lit que c'est la culture, c'est culturel. Voilà, que voulez-vous? Bah oui, les Allemands ne sont pas fabriqués comme nous, ils n'ont pas la même culture, voilà, c'est comme ça, et bon. Alors, c'est un peu court, évidemment. Bon, il a échappé personne que les Allemands ne sont pas comme nous, ils sont plus grands, etc. Bon, ils sont plus nombreux, plus vieux, bon, bref. Mais non, il faut rester sérieux. Bien sûr qu'il y a des dimensions culturelles, mais il y a un moment, il faut regarder les chiffres, il faut regarder les systèmes juridiques, il faut regarder le financement, les circuits de financement, il faut regarder comment tout ça est organisé, etc. Il faut regarder quelles sont les incitations. Après tout, l'entrepreneur allemand, il est comme le français, il veut maximiser son profit, il veut recruter des talents, il veut faire survivre son entreprise, il veut se développer, être plus compétitif que ses concurrents, etc. Donc fondamentalement, il raisonne à peu près pareil. Alors ensuite, effectivement, la culture allemande, du Meister qui remonte au Moyen-Âge, etc. On peut écrire des milliers de pages sur le sujet, mais il y a quand même des choses très, très concrètes. Alors, 4 différences qui font que le modèle allemand, le modèle économique de l'apprentissage en Allemagne est très, 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 très différent. Alors la première, la plus évidente, c'est que l'apprentissage est une voie obligatoire pour l'accès à 330 métiers. Voilà. Qui sont de niveau bac professionnel, en fait, puisque l'apprentissage en Allemagne, c'est exclusivement bac professionnel. Il n'y a pas de CAP, il n'y a pas dans le supérieur. Enfin, il y a des choses qui existent dans le supérieur, hein, ne vous inquiétez pas, les étudiants allemands font des stages longs, font des choses qui ressemblent un peu à l'apprentissage, mais ce n'est pas le même système, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le même encadrement juridique, le tuteur et tout le système qui va bien. Alors, donc ça veut dire que là où en France, dans la quasi-totalité des métiers du niveau bac pro, vous avez le choix entre la voie scolaire, lycée professionnel et l'apprentissage, en Allemagne, c'est exclusivement l'apprentissage. Voilà, il n'y a pas le choix. Donc déjà, ça vous explique mécaniquement pourquoi l'Allemagne fait plus d'apprentis. Le deuxième sujet, il est organisationnel. C'est que l'organisation administrative en Allemagne est beaucoup plus claire et la répartition des responsabilités est beaucoup plus évidente. Pour résumer, et je le connais évidemment bien pour avoir été à la tête de l'administration du ministère de l'Emploi, en France, personne ne peut véritablement répondre à la question « l'apprentissage baisse depuis 3 ans, c'est la faute à qui ?» Moi, je peux vous écrire que c'est la faute du gouvernement. Je peux aussi vous faire toute une dissertation pour vous expliquer que c'est à cause des régions. Je peux aussi vous dire que c'est à cause d'un certain nombre de branches et d'entreprises qui ne jouent pas le jeu. Voilà. La vérité, c'est que c'est un peu la faute à tout le monde et la faute à personne. Donc, quand c'est la faute à tout le monde, en général, c'est la faute à personne. En Allemagne, il y a un pilotage. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que l'Allemagne est un pays beaucoup plus décentralisé que la France, mais avec un pilotage central beaucoup plus fort. Et il ne faut pas se faire d'illusions. Autant l'Allemagne est un pays fédéral, ce qui veut dire que des compétences essentielles sont fédérées, des compétences de police, des compétences, toute l'éducation, il n'y a pas d'éducation nationale, toute l'éducation, la formation, tout est régionalisé. Pour autant, en matière d'emploi et en matière de formation professionnelle et en matière d'apprentissage, il y a un pilotage central. Donc les Allemands ont trouvé des compromis institutionnels qui fait que globalement, il y a un pilote de l'avion, il y a du reporting statistique, il y a du pilotage, ça marche effectivement beaucoup mieux. Le service public de l'emploi est beaucoup plus impliqué, et le service public de l'emploi, je rappelle, est piloté par le Bund et pas par les Länder. Donc on se fait beaucoup d'idées fausses sur l'Allemagne, souvent. Troisième chose très importante, la formation et les diplômes sont beaucoup plus axés sur le métier, moins sur les matières générales, et il y a beaucoup moins de temps passé matériellement en CFA, ce qui permet au passage de rendre le modèle économique plus rentable pour les entreprises, parce que les apprentis passent beaucoup plus de temps dans l'entreprise en Allemagne qu'en France. Alors, je vais juste vous lire, pour expliquer les grands principes, je vais vous lire un extrait du Code du travail français qui va vous donner les objectifs de l'apprentissage en France. Il a pour objet de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme. Donc l'objectif, c'est d'avoir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme. La loi allemande dit « transmettre les compétences, connaissances et capacités professionnelles nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle qualifiée dans un monde du travail en mutation ». Tout est dit. C'est-à-dire que sur les principes généraux de la loi, les objectifs sont un peu différents. Bien sûr, dans les deux cas, on parle de qualification professionnelle, mais dans un cas, c'est l'obtention d'un diplôme, de l'autre, c'est acquérir des compétences dans un monde en mutation. Dernière différence, la beaucoup plus forte implication des branches et des entreprises qui sont, comme l'a dit Marc, au cœur du système en Allemagne et qui sont un peu, disons, en marge en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les branches en Allemagne interviennent beaucoup plus qu'en France dans le contenu des enseignements, alors qu'en France, elles sont largement marginalisées par l'éducation nationale. Les branches s'occupent de l'organisation, enfin les chambres consulaires s'occupent de l'organisation des examens, et enfin, elles organisent un tutorat
qui est beaucoup plus structuré en Allemagne, autour donc du titre de Meister en Allemagne, auquel est attaché des rémunérations spécifiques, une reconnaissance professionnelle très forte, des évolutions de carrière plus favorables, etc. Donc, on est dans un système qui est assez fondamentalement différent. Pour autant, je continue de penser, c'est pour ça que dans mon ouvrage, j'essaye d'en déduire ce qu'on pourrait transcrire en France. Et je pense que tout n'est pas que culturel, et je pense qu'il y a un certain nombre de réformes qu'on peut faire, en particulier sur la place relative de l'éducation nationale, de l'entreprise et des régions, qui pourraient parfaitement se faire sur quelques années en France, sans pour autant bousculer les cultures, les habitudes, etc. Je pense qu'on peut faire pas mal de choses en s'inspirant du modèle allemand. Voilà, c'était à ça que je voulais en arriver. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez appris, à la fois les vraies idées, les fausses idées, et cette comparaison que l'on évoque extrêmement souvent avec notre voisin. Alors, nous allons passer maintenant aux chambres consulaires. Donc, Madame Danielle Dubrac, vous êtes vice-présidente de la CCI de Seine-Saint-Denis. Et vous parlez ici au nom de la CCI région Île-de-France et également de l'ensemble du réseau des CCI. Vous êtes également membre du Conseil économique, social et environnemental. Donc, ce que nous vous proposons, c'est que vous nous donniez l'analyse des CCI sur le recul de l'apprentissage en France et puis nous indiquer quelles pistes, à votre niveau, vous entrevoyez pour promouvoir l'apprentissage dans les entreprises de notre pays. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, merci de cette initiative et surtout merci de s'intéresser au sujet parce que le développement de l'apprentissage, pour nous, c'est vraiment la clé de la réussite de nos jeunes dans nos écoles. Il faut savoir que, au-delà de l'appui réglementaire, au-delà de la transmission des entreprises, création d'entreprises, etc., les chambres considèrent que l'apprentissage est un engagement prioritaire pour elles, tout simplement parce qu'on est en train de former les personnes qui vont être dans nos entreprises. Il faut que vous sachiez, avant peut-être qu'on fasse 4 préconisations, que nous représentons le premier réseau de personnes qui forment des apprentis en France, avec nos 141 CFA. On forme 100 000 apprentis. 100 000 apprentis, c'est un quart des apprentis formés en France. Et il y a une progression des effectifs formés par les CCI. Alors c'est vrai que malheureusement, depuis 2013, on sent qu'il y a une chute des apprentis formés. Hein, c'est moins 7% entre 2013 et 2015. C'est vrai que dans nos CFA, c'est moins que la moyenne nationale. Il faut peut-être dire en préambule et en préalable que pour nous, on considère que l'apprentissage n'est pas un mode de lutte contre le chômage en tant que tel, ni un outil lié à l'emploi, mais plutôt un mode d'apprendre. On est en train de parler de formation initiale en alternance. Il faut aussi remarquer au niveau de son histoire de l'apprentissage, tout simplement que quand l'économie va mal, l'apprentissage va mal. C'est statistiquement reprouvable. Dans nos CFA, on a 63% des apprentis formés qui préparent un CAP ou un bac professionnel. Et on a une volonté constante de former dans une filière. C'est-à-dire quelqu'un qui va commencer par un CAP va pouvoir peut-être aller à un bac plus 5. On n'est pas en train d'opposer les niveaux supérieurs aux niveaux inférieurs, simplement ça doit correspondre aux besoins des entreprises et souvent dans une filière, on peut commencer par un CAP et terminer par des diplômes plus élevés dans l'enseignement supérieur. Donc, en ce qui concerne l'accompagnement des chambres, il faut dire aussi une chose, c'est que le taux de réussite aux examens ou d'insertion professionnelle est supérieur à 83%. C'est vrai qu'au niveau de la moyenne nationale, c'est 70%, mais il faut aussi dire qu'il y a tout un accompagnement. Il y a la relation entre le jeune et l'entreprise et l'organisme de formation qui est le CFA. Et tout ça, c'est vrai que ça coûte du temps, de l'énergie, et ça contribue à la réussite de l'entreprise et aussi du jeune. Et les taux de rupture des contrats sont de 11% au niveau de la moyenne nationale. Nous, on a salué l'engagement du président de la République sur ces aspects-là et on salue vraiment l'initiative que vous avez aujourd'hui. Donc, on offre un service complet aux entreprises. Il faut que vous sachiez qu'on enregistre 145 000 contrats d'apprentissage. C'est-à-dire ça correspond à un contrat sur 2 et ça fonctionne bien. C'est une mission de service public que nous a confiée l'État en 2005.
On enregistre aussi 350 000 dossiers de taxes d'apprentissage que l'on reverse à plus de 18 000 établissements. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait pour l'apprentissage? Eh bien, on organise des manifestations. On essaye d'être pragmatique pour l'entreprise, on essaye d'être près de l'entreprise. Et donc, on organise des actions nationales qui sont déclinées localement de promotion de l'apprentissage pour essayer d'enrayer cette baisse qu'on observe comme vous depuis 2013. On organise par exemple en mai 2015, on a organisé la semaine de l'apprentissage. Donc ce sont des manifestations qui se font en local, qui sont organisées sur l'ensemble du territoire et qui favorisent tout simplement la rencontre des jeunes avec les entreprises. Et du coup, cette année, par exemple, on a contacté 10 000 entreprises. Il faut aussi savoir qu'en ce qui concerne la mobilisation des entreprises, et ça fonctionne vraiment, il y a des développeurs de l'apprentissage. Alors, ils sont payés par différentes entités. Nous, on en a 100 dans notre organisation qui sont sur le terrain. Il faut que vous sachiez que ces 100 développeurs de l'apprentissage qui ont donc expliqué ce que c'est que l'apprentissage, qui ont accompagné, qui ont contacté, elles ont réussi depuis 2009 à contacter 220 000 entreprises et surtout à signer 55 contrats qui ont été décrochés. Mais sur ces 55 000 contrats décrochés, il faut que vous sachiez que 60% des entreprises qui ont été concernées à ce moment-là n'avaient jamais utilisé le système de l'apprentissage. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il faut effectivement stopper cette chute des effectifs. Nous, on a toujours alerté le gouvernement, qu'il soit n'importe quel type de gouvernement. On a toujours soutenu les politiques publiques en faveur du développement de l'apprentissage. Mais c'est vrai que par rapport aux différentes réformes, bien entendu, la réforme en ce qui concerne la collecte de la taxe d'apprentissage, c'est vrai qu'il y a une grosse difficulté. Par exemple, nous, en ce qui concerne la taxe qui est reversée au niveau des CCI, entre 2014 et 2015, c'est moins 18% par rapport à la répartition actuelle. Ce recul historique, ça tient au problème de financement, mais ça tient aussi, et vous l'avez dit, à une insuffisance de valorisation de la voie de l'apprentissage au niveau des jeunes et au niveau de l'orientation. Ça tient aussi, ce recul, à la révision à la baisse des aides, on va en parler, et à l'insécurité financière dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une réglementation, et puis quelques temps plus tard, il y a une autre réglementation. On est quand même dans une insécurité au regard aussi des nouvelles règles d'affectation. Là, il y a une nouvelle règle pour 2015, mais il faut savoir aussi qu'en ce qui concerne la taxe d'apprentissage, en 2016, avec les OPCA nationaux, il va y avoir aussi une nouvelle règle d'affectation. Donc, quand le gouvernement a organisé au mois de mai une table ronde sur cet aspect-là, on a dit qu'il fallait faire un plan d'urgence sur l'apprentissage. Et donc, on a tout simplement orienté nos propositions sur 4 axes. Le premier axe, c'est de convaincre les jeunes d'aller à l'apprentissage. Et bien entendu, convaincre les jeunes, ça veut dire qu'il faut absolument que cette voie de l'apprentissage ne soit pas perçue comme une voie secondaire, mais bien une voie qui correspond à aller vers un métier, aller vers une filière et finalement, à terme, trouver un emploi, mais un emploi qui soit en adéquation avec les besoins des entreprises. Au niveau des CCI, quand il y a une section qui ne correspond pas aux besoins d'une entreprise, eh ben, on ferme la section. Et quand on a un besoin qui correspond aux entreprises, on va ouvrir une section, avec la difficulté, bien entendu, qu'il y a au niveau des titres et de l'obtention à l'inscription au RNCP de nos titres. Il y a aussi une difficulté parce qu'il faut bien sûr, au-delà de l'instruction du dossier et au-delà de la période de 3 ans, de provisoire de ces titres, il faut aussi qu'il n'y ait pas une lutte et qu'on n'oppose pas, dans certains cas de figure, l'éducation nationale à les autres organismes de formation. Alors, sur convaincre au niveau des jeunes, eh bien, il faut donner aux jeunes et aux familles une information complète sur ces formations et ces débouchés. Par exemple, on pourrait rendre obligatoire la participation de tous les collégiens à au moins une session de découverte de l'apprentissage, de type mercredi de l'apprentissage. Nous, tous nos CFA, tous les mercredis après-midi, sont ouverts pour expliquer ce que c'est que nos formations et ce que c'est que l'apprentissage. Ça correspond à 3000 initiatives toute l'année sur cet aspect-là. On pourrait aussi généraliser l'accès sur tout le territoire au mini-stage de découverte professionnelle pendant les vacances scolaires, au-delà, bien entendu, de cette fameuse semaine d'observation qui a lieu en 3e. Et puis, il faut vraiment
culturellement et symboliquement stopper la dévalorisation de l'apprentissage dans le système d'orientation. Il faut vraiment introduire l'apprentissage dans les choix d'orientation de la procédure d'affectation des élèves post-troisième de collège. Voilà, il faut que ça soit un système qui soit automatique, qu'on propose l'apprentissage. Sur le deuxième aspect, j'en ai encore deux après, la mobilisation des entreprises. Bon, bah ça, la mobilisation des entreprises, nous, évidemment, on est très proche de l'entreprise, donc on essaye de les convaincre de la valeur ajoutée de l'apprentissage. Quand elles ont un apprenti, elles sont convaincues. Mais parce qu'elles estiment que quand elles ont un apprenti, c'est du pré-recrutement, c'est un maintien des savoir-faire dans l'entreprise, mais il y a des freins. Il y a des freins, il y a le coût à l'embauche, ça coûte quand même de l'argent à l'entreprise, même si ça ne coûte pas des salaires, mais ça coûte. Voilà, il faut aussi qu'il y ait des tuteurs qui soient formés, il faut la relation avec l'organisme de formation. Il y a un manque d'adéquation des fois entre la formation suivie avec les besoins de l'entreprise et puis il y a la lourdeur administrative. Alors c'est vrai qu'au niveau des chambres, on a nos portails, on a tout un suivi en ligne, des questions que peuvent poser les entreprises sur cette complexité. Mais si on pouvait rendre un peu moins indigeste cet aspect-là, ce serait quand même bien. Après, vous savez, il y a la notion de niveau, il y a la notion d'âge, il y a la notion de secteur. Tout ça, si on pouvait simplifier, ça serait bien. Donc, l'action des développeurs en apprentissage, nous, on a vu, on vous l'a dit, mais on le redit, ça a clairement démontré son efficacité, tout simplement parce qu'on est là à expliquer à l'entreprise que c'est important. Je rappelle, 220 000 entreprises qui ont été contactées depuis 2009 et 55 000 contrats décrochés avec des entreprises qui n'avaient jamais recruté des apprentis. Alors, on s'étonne quand même d'un certain nombre de modifications sur le financement. Sur le financement, nous, on s'étonne que les entreprises entre 11 à 250 000 salariés, qui sont vraiment un gisement d'emploi en France, c'est vraiment ces entreprises-là qui correspondent aux besoins d'apprentis, enfin, aux possibilités de recrutement des apprentis, parce que ces entreprises, elles représentent à peu près 40% d'effectifs salariés en France, et aujourd'hui, statistiquement, il n'y a que moins de 30% d'apprentis dans ces entreprises. Donc, elles doivent être visées. Et là, ces entreprises-là, comme par hasard, elles sont exclues des mesures d'incitation financière au recrutement. Alors, on pourrait donner comme proposition sur ce sujet-là, j'en ai deux, c'est ouvrir aux entreprises de 11 à 250, peut-être 50 salariés, qui accèdent pour la première fois à l'apprentissage, ou celles qui recrutent un apprenti supplémentaire, on pourrait leur donner une aide du dispositif apprentissage à coût zéro, la fameuse aide qu'on donne de 4 400 € au moins de 11 salariés. Il faut aussi simplifier le contrat d'apprentissage. Bon, ça, je l'ai dit, il faudrait, c'est un peu indigeste, il faudrait réduire le nombre de rubriques du formulaire CERFA. Et puis aussi, au niveau de la rupture du contrat. La rupture du contrat, quand c'est une rupture définitive, quand c'est pas un abandon, des fois il y a des abandons, les jeunes ont trouvé un emploi, toc, ils abandonnent avant la fin du contrat. Non, je parle des ruptures définitives. Il faudrait simplifier les conditions de la procédure de rupture et peut-être éviter ou au moins limiter le passage et l'intervention du Conseil des prud'hommes. Et il faut valoriser le tutorat. C'est extrêmement important, le tutorat. D'abord, c'est la transmission du savoir-faire dans l'entreprise et c'est quelque chose qui fait le lien entre le CFA et le jeune. Et donc, il faudrait inscrire à l'inventaire des compétences nationales les titres de tuteur et de maître d'apprentissage. Les chambres forment les maîtres d'apprentissage et les tuteurs sur leur mission justement de maître ou de tutorat. Et il faudrait associer plus systématiquement les maîtres d'apprentissage à la validation du diplôme. Sur le troisième point, c'est le point important, c'est le nerf de la guerre, c'est le financement de l'apprentissage. Aujourd'hui, on est dans une insécurité de ce financement. On a alerté depuis des mois sur le risque de financement insuffisant. Il faut que vous sachiez que les 63% des entreprises aujourd'hui sont des entreprises de petite taille et donc elles ne participent même pas à la taxe d'apprentissage. Du fait qu'elles sont de petite taille, elles n'ont pas d'obligation de verser la taxe. Ça, c'est un point important. Ça veut dire qu'il y a d'autres entreprises qui vont collecter finalement pour celles-ci. La réforme de la taxe d'apprentissage qui a été initiée en 2014, elle génère des incertitudes, et je ne vous parle pas de 2016.
Quant au maintien du niveau du CFA, par exemple en Ile-de-France, il y a la moitié des CFA qui ont des difficultés par rapport à cette taxe, alors qu'on est bien conscient qu'on veut développer cet apprentissage. Donc, on fait part de cette crainte. Et puis, bon, on ne va pas opposer les post-bac et les infra-bac, mais le développement de l'apprentissage, il se fait aujourd'hui sur ces niveaux-là. Bon, il y a par exemple, en Ile-de-France, on a besoin de bachelor, parce que ça correspond aux besoins des entreprises. Donc, voilà, donc on forme dans des classes d'ingénieurs ou dans des classes de commerce, on forme des gens qui sont utiles aux entreprises. Et on constate que pour ce qui est des niveaux post-bac, ce développement est freiné par le manque de moyens financiers. Par exemple, à différents établissements publics, les CFA du supérieur ne bénéficient pas systématiquement de l'appui des conseils régionaux, ou bien alors leur rémunérée n'est pas de même nature que celle de niveau plus bas. Donc on propose quoi? On propose d'assouplir les conditions d'affectation de la taxe d'apprentissage pour offrir plus de liberté aux entreprises. C'est quand même l'argent des entreprises, et leur permettre notamment aux organismes collecteurs d'allouer en tant que besoin du hors-quota vers l'apprentissage. Et puis, on propose de sécuriser et de stabiliser le financement d'apprentissage dans le supérieur, c'est-à-dire traiter à parité le financement des formations supérieures en apprentissage. Dans l'université, il y a des dotations. Eh bien, on pourrait peut-être imaginer d'instituer une obligation de financement des établissements supérieurs, c'est-à-dire, je parle des bac plus 3 à bac plus 5 privés et consulaires, à la charge des régions ou de l'État, à l'instar du moyen sympa qui est applicable aux universités. Sinon, on sera obligé de solliciter une participation des apprentis au financement de leur formation. C'est aussi une possibilité qui pourrait être une possibilité. Voilà, sinon le dernier point, et on va rejoindre les personnes qui ont déjà parlé, c'est la consolidation de la gouvernance régionale. On représente les entreprises, on recrute, et on n'est pas dans la gouvernance régionale. Tout ça parce que il y a eu un certain nombre de réglementations qui est arrivé, et bien entendu, on a conféré aux régions la responsabilité d'arrêter les cartes régionales des formations professionnelles initiales. Et donc là, les partenaires sociaux sont consultés, les chambres de commerce sont écartées, les chambres consulaires sont écartées, les représentants du monde économique sont exclus du débat, alors que c'est elles-mêmes quand même qui doivent pouvoir savoir quels sont les emplois qui partent, quels sont les emplois qui reviennent, quels sont les besoins, quelles sont les qualités de formation, quelles sont les insertions. Ce qui fait que sur le plan opérationnel, il n'y a aucun texte aujourd'hui qui ne prévoit d'instance régionale dédiée à l'apprentissage, où l'ensemble des acteurs pourraient se parler de façon formelle, elle pourrait se retrouver. L'ensemble des acteurs, pour nous, c'est bien sûr l'État, c'est bien sûr la région, c'est bien sûr les branches, c'est aussi les consulaires, c'est les organismes de formation. Donc ça correspond, ce sont des freins institutionnels qui doivent être absolument levés, et il faudrait qu'on aille vers un dispositif et un processus de codécision. Donc vous avez le service public régional de l'orientation, le SPRO. Pourquoi ne pas imaginer de créer un SPRA, un service public régional de l'apprentissage? Ça pourrait être un lieu de dialogue, ça pourrait être un lieu d'échange de bonnes pratiques et de problématiques sur l'apprentissage. Ça pourrait aussi être un lieu d'une politique régionale et d'action de promotion sur ce sujet-là, à l'ensemble des acteurs. Et puis, voilà, on pourrait imaginer, dans un premier temps, faire un plan de démarchage coordonné vers les entreprises, parce que les entreprises, elles ont besoin d'être contactées une fois, mais pas 50 fois, pour identifier des opportunités sur le contrat d'apprentissage. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci Madame de nous avoir donné le point de vue des entreprises sur le sujet, et nous allons poursuivre avec Alain Griset, qui est le président de la PCMA, une institution que tout le monde connaît et qui, je crois, fête son 90e anniversaire. Voilà. Donc si vous pouvez nous donner le point de vue des chambres de métiers, à la fois sur la situation actuelle de l'apprentissage et puis surtout sur les pistes que vous proposez pour tenter de relancer l'apprentissage en France. Bien, merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Peut-être au début de cette intervention, deux éléments. Bon, tout le monde le sait, Monsieur Martineau, par ce qu'il a dit sur l'image que les Français se faisaient de l'apprentissage en disant que c'était l'apprenti boulanger, confirme simplement que dans notre pays, l'artisanat a toujours considéré l'apprentissage comme une filière de formation prioritaire.
et que ce n'est pas pour nous un mode de formation juste comme ça parce que c'est la mode, mais que c'est structurellement parlant le mode de formation à l'accès de nos métiers, à la création de nos entreprises et à la reprise de celles-ci. Et que donc, naturellement, nous attachons une importance tout à fait considérable à l'apprentissage, qui est vraiment pour nous fondamental. Et le premier constat que je permets de faire, c'est que globalement, dans notre pays, il y a une évolution qu'il faut noter, c'est que ça n'est plus aujourd'hui un débat entre droite et gauche pour savoir si c'est utile ou pas. Globalement, que ce soit le président Sarkozy, le président Hollande, on voit bien que la priorité de l'apprentissage fait partie aujourd'hui d'un constat partagé, ce qui est, par rapport à ce qu'on a vécu il y a 10, 15 ou 20 ans, quelque chose pour nous d'extrêmement positif. Deuxième chose, et dans son exposé, M. Martineau a redit la différence qu'il y avait sur le fond et l'objectif de l'apprentissage entre la France et l'Allemagne. Vous avez cité l'Allemagne, mais on voit bien que des pays comme l'Autriche, comme la Suisse, sont également des exemples dans lesquels le développement de l'apprentissage correspond à un chômage des jeunes qui est bien plus réduit et que donc ce que nous disions depuis très longtemps sur l'apprentissage aujourd'hui est confirmé. Et je veux dire au début de mon intervention que je partage une très grande partie de ce qu'a dit M. Ferracci et de ce qu'a dit M. Martineau sur l'apprentissage. Alors, le constat de la baisse du nombre d'apprentis, bon, il est réel depuis maintenant 2 ans. Les causes de cette baisse, bon, elles sont naturellement, il n'y en a pas une seule. Il y a naturellement l'activité. Une entreprise artisanale qui a moins d'activité a tendance à embaucher moins d'apprentis. Mais il est évident, quand on regarde les chiffres de près, que l'annonce qui a été faite, et au-delà de l'annonce, de la réalité de l'arrêt ou de la baisse du soutien aux maîtres d'apprentissage a été, de ce sujet-là, un élément déclencheur très fort et une rupture du nombre de contrats d'apprentissage, même si effectivement, depuis un certain nombre de mesures, ont essayé de compenser cette décision, ce qui n'est pas encore totalement fait, mais on voit bien que cette décision a été, en termes d'image surtout, catastrophique. C'était de la part de l'État de dire oh, ça n'est plus important, on n'a plus d'action. Donc il y a la baisse d'activité, ces décisions qui ont été prises en juin-juillet 2013, et puis ça a été dit également, la concurrence avec les contrats d'avenir, les emplois jeunes, qui font qu'effectivement le contrat d'apprentissage s'est trouvé dans une situation particulière. Donc ça, c'est le constat. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde partage l'idée qu'il faut qu'on puisse repartir dans la bonne direction. Alors, nous considérons qu'aujourd'hui, il est possible de trouver un accord assez consensuel sur un certain nombre de sujets, mais qu'il faut qu'on aille vraiment sur le fond, et pas seulement sur un sujet, mais pour plusieurs. Et puis qu'on se mette d'accord collectivement pour que s'il y a des nouvelles mesures qui sont prises, on s'engage à ce qu'elles soient prises et pour une durée suffisamment longue pour pas qu'elles soient modifiées ensuite tous les 6 mois, tous les 3 mois. La stabilité d'un dispositif est pour nous extrêmement importante, pour nos entreprises, les entreprises artisanales. Le fait d'avoir des modifications régulières, incessantes, met le chef d'entreprise dans une situation d'incertitude qui n'est naturellement pas propice à l'embauche. Et donc on souhaite qu'il y ait un débat national sur le sujet, que ça soit une priorité partagée et que les décisions étant prises, il y ait un engagement d'un gouvernement sur une législature, sur une période assez longue pour que les entreprises soient dans une sécurité dans leur environnement. Alors ceci dit, un des points qui a été avancé par M. Ferracci et M. Martineau, c'est la place de l'éducation nationale dans le dispositif. Nous partageons le fait qu'aujourd'hui, il faut aller même jusqu'à dire qu'il faut sortir l'éducation nationale, en particulier dans la construction des référentiels des diplômes d'éducation nationale. Ce qui a été dit concernant le CAP aujourd'hui est très clair. Les chambres du métier de l'artisanat ont été amenés à construire des titres, pour avoir des titres qui correspondent mieux aux besoins des entreprises. Parce que c'est nous qui mettons, avec les branches professionnelles, en place les référentiels. Nous avons la faculté de les modifier plus facilement et ils correspondent mieux aux besoins de nos entreprises.
alors que les diplômes de l'éducation nationale sont conçus de façon à ce qu'effectivement l'enseignement général aujourd'hui a une place trop importante et donc ne correspond plus aux besoins des entreprises. Et donc là, je pense qu'à un moment donné, il faut trancher et que les diplômes et les titres doivent totalement correspondre à ces besoins. Et je crains fort que si ça reste sous l'autorité de l'éducation nationale, nous n'y arrivions pas. Et que donc, il y a une décision extrêmement importante à prendre dans ce sujet, en donnant une place importante, non pas aux chambres de métiers, mais aux branches professionnelles qui connaissent mieux les besoins des entreprises. Nous sommes opérateurs dans l'opération. Deuxième chose, nous pensons qu'il faut se pencher sur la situation des apprentis. Alors, je ne vais pas prendre la place du représentant des apprentis, mais depuis longtemps, nous militons pour qu'il y ait une égalité de traitement entre l'étudiant et l'apprenti. Sur le plan très pratique, hein, en termes d'hébergement, en termes de culture, en termes d'accès au transport. Prenez un exemple, hein, dans un département, le conseil départemental est en charge des transports scolaires. Un apprenti, parce qu'il est salarié, même quand le bus passe devant chez lui, il ne peut pas prendre le bus de transport scolaire. Bon, on pense quand même qu'il pourrait y avoir de ce sujet des éléments très positifs en faveur des apprentis, de façon à ce que ceux-ci soient réellement en situation de ne pas avoir ces contraintes. N'oublions pas quand même qu'un apprenti, il a 3 lieux de vie. Hein. Il a son domicile, le centre de formation et l'entreprise. Et que donc le transport pour lui est un élément extrêmement important. Et il faut qu'on se mobilise pour que les jeunes puissent avoir la possibilité d'accéder au transport à un moindre coût, en tout cas, se soit pris en charge. Donc l'hébergement, la restauration, le sport, la culture, on doit, dans notre pays, mettre les apprentis à égalité de traitement avec les étudiants. C'est aussi extrêmement important. Il faut qu'on travaille également sur le maître d'apprentissage et sa valorisation. Former un apprenti, c'est un engagement du maître d'apprentissage et il est nécessaire de trouver des dispositifs. Ce n'est pas toujours très lourd, ça ne coûte pas toujours très cher, mais valoriser un maître d'apprentissage, reconnaître son investissement dans la formation des jeunes, nous paraît un élément également qui serait extrêmement favorable. Alors, si vous permettez, M. Ferrati, juste une petite nuance entre l'enseignement supérieur et les jeunes les plus en difficulté. Parce qu'on constate aujourd'hui que dans le réseau de l'artisanat, on a à peu près 30% des jeunes qu'on appelle décrocheurs, des Bac plus 1, Bac plus 2, qui rentrent en formation en apprentissage pour passer un diplôme de niveau 5. Et que ces jeunes, naturellement, il faut qu'il y ait un parcours différent pour eux parce qu'ils ont un enseignement général qui n'est plus à refaire, mais on les mène jusqu'au niveau 4, au niveau 3. Hein, et donc on peut considérer que le niveau 3 c'est de l'enseignement supérieur, mais ce sont des jeunes aussi qui eux-mêmes avaient besoin de passer par l'apprentissage en repassant au niveau 5 pour arriver au niveau 3, et donc ils rentrent en apprentissage chez nous à 21, 22 ans, parce qu'ils ont un parcours académique déjà relativement long. Et donc dans le réseau des chambres du métier de l'artisanat, aujourd'hui, d'ailleurs on n'appelle plus les CFA, hein, on appelle Université régionale des métiers, parce que pour nous, la formation d'apprentissage ne peut pas se concentrer uniquement au niveau 5. Il faut naturellement de passer du niveau 5 au niveau 4, au niveau 3, de façon à ce qu'on ait des apprentis qui soient à la fois compétents dans les métiers, mais qui soient capables demain de reprendre une entreprise ou d'en créer une. Et donc, lorsqu'on est dans des titres de niveau 3, on est aussi sur des éléments de gestion d'entreprise et de gestion des ressources humaines qui sont extrêmement importants. Alors, peut-être dernier point pour ne pas être trop long, le financement. Alors, nous avons... par rapport à ce qu'a dit Madame la vice-présidente à mes côtés, des différences extrêmement importantes sur la vision des financements de l'apprentissage. Nous considérons très clairement que la taxe d'apprentissage doit aller à l'apprentissage. Voilà. Et que le financement des grandes écoles par la taxe d'apprentissage n'est aujourd'hui, de notre point de vue, pas normal. Voilà, je ne dis pas qu'il ne faut pas d'argent pour les grandes écoles, mais la taxe d'apprentissage ne doit pas être affectée au financement d'établissements qui ne soient pas des établissements d'apprentissage. Et que nous, la collecte, entre guillemets, on ne souhaite pas spécialement collecter, on s'en fout. Le principal, c'est que les centres de formation soient financés. Et que donc, à réussir, la réforme de la collecte n'est pas satisfaisante aujourd'hui. Elle ne permet pas de faire arriver l'argent là où la formation se fait. Au bout du compte, nous, simplement un chiffre, hein, nous formons dans l'artisanat 30% des apprentis et nous collectons et nous percevons 4% de taxes d'apprentissage. Voilà. Ça, c'est un chiffre qui est incontestable,
qui est connu aujourd'hui. Et donc nous disons simplement qu'il doit y avoir un pourcentage de taxes d'apprentissage correspondant au nombre d'apprentis formés. Voilà, c'est une règle très simple, c'est facile à calculer et je pense que c'est quelque chose auquel on devrait arriver. Et donc l'interlocuteur aujourd'hui, on trouve que c'est très bien, c'est le conseil régional qui, de par les nouveaux textes, a la compétence entière sur l'apprentissage, y compris sur l'orientation, ce qui est un élément extrêmement important. Et donc, ce qui nous paraît essentiel, c'est que le conseil régional étant le financeur, il ait des ressources de taxes d'apprentissage au conseil régional, ça ne nous gêne pas du tout, à la condition que cette ressource soit fléchée et obligatoirement reversée à l'apprentissage. Il est arrivé quelquefois que certains conseillers régionaux aient pu mélanger la recette et la dépense sans toujours l'affecter au bon endroit. Et donc, c'est bien qu'il y ait une affectation obligatoire. Et donc, voilà, nous souhaitons qu'il y ait par rapport à ça plus de visibilité, une traçabilité de la taxe d'apprentissage, une affectation aux centres qui utilisent, qui forment des apprentis. Et donc, en réalité, notre souhait, c'est bien qu'on arrive à travailler sur l'ensemble des aspects de l'apprentissage, le maître d'apprentissage, le jeune, le financement, les titres, les diplômes, de façon à ce que cette priorité soit une priorité nationale, collective, partagée, sur une durée qui soit stabilisée en termes de dispositifs. Nos entreprises sont culturellement prêtes à pouvoir continuer et amplifier le nombre d'apprentis. Je voudrais, si vous permettez, terminer en disant qu'on est quand même dans un pays dans lequel il y a un certain nombre de choses qui ne fonctionnent pas. Moi, je suis de la région Nord-Pas-de-Calais. Nous avons malheureusement 120 000 jeunes aujourd'hui qui sont dans les missions locales, enfin qui sont en dehors du parcours de l'emploi. Et dans l'Université des métiers que je préside, nous avons 5 200 apprentis, mais nous avons 1000 places de libre dans le centre de formation. Donc quand vous avez 1000 places de libre et 120 000 jeunes qui aujourd'hui n'ont pas de formation, pas d'emploi, je pense qu'il y a un certain nombre de questions qu'il faut se poser, parce qu'au bout du compte, ça a été confirmé partout, quand les jeunes sortent de nos centres, c'est 70-75% qui sont à l'emploi, et donc il est un peu dommage qu'on n'arrive pas aujourd'hui à mettre en adéquation les besoins des entreprises qui restent réels, les jeunes qui sont au chômage et les outils de formation qui sont aujourd'hui développés. Dernier point, moi je partage ce qu'a dit M. Martineau. C'est une erreur, je crois, qui a été faite de la part du gouvernement que d'arrêter le Fonds national de développement de l'apprentissage, qui était un bon outil pour mettre en place ces contrats d'objectifs moyens entre l'État et les régions. Et ça permettait à l'État, même si l'État ne s'occupe pas du fonctionnement, mais d'indiquer sa volonté politique de développer l'apprentissage. Et les COM, depuis quelques années, ont permis d'améliorer beaucoup les outils de formation en investissement. Et je pense que ce fonds national qui était alimenté par la taxe d'apprentissage, il aurait été bien qu'il puisse continuer pour marquer la volonté gouvernementale de développer ce mode de formation qui aujourd'hui est reconnu pour son efficacité. Merci de votre attention. Eh bien, merci à vous et merci en tout cas à tous les quatre des éléments que vous nous avez apportés en termes à la fois de constat, d'éclairage, mais également vous avez donné des pistes et même des éléments assez concrets pour essayer de faire reculer ce phénomène de la baisse de l'apprentissage dans notre pays. Alors nous avons maintenant quelques instants pour pouvoir dialoguer avec la salle. J'aurais voulu peut-être donner la parole à Catherine Morin-Sailly, qui est présidente de la Commission de la culture et de l'éducation et qui a donc cette compétence en matière d'apprentissage. Et puis je crois que des travaux aussi sont faits ou en cours dans cette commission. Donc je vous laisse la parole bien volontiers. Merci Madame la Présidente. D'abord, permettez-moi de vous féliciter pour l'organisation de cette table ronde qui est extrêmement enrichissante pour l'ensemble des collègues qui viennent d'un ensemble de commissions. Certes, la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication a compétence puisqu'elle traite des questions relatives à l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, mais également la Commission des affaires sociales. Et je crois que la Commission du développement économique est forcément éminemment intéressée par ce sujet. Donc encore une fois, merci d'avoir organisé cette table ronde qui nous enrichit en plus utilement
tranquillement dans une période où beaucoup de collègues aussi préparent l'arrivée des grandes régions avec ses compétences renforcées. Je crois que c'est le moment ou jamais pour enclencher des méthodes vertueuses, des décisions utiles à la promotion de l'apprentissage. Alors, au cœur de notre commission, forcément, on s'intéresse de longue date à la question de l'apprentissage et notamment l'effet positif en matière d'insertion professionnelle pour les jeunes, particulièrement les jeunes les moins qualifiés. Ce n'est plus à démontrer. Au cours de l'année 2013, nous nous sommes émus de la baisse du nombre des apprentis. Je rappellerai que les chiffres, c'est moins 3,1% en 2013. Et cette baisse concerne bien sûr les niveaux de qualification les plus faibles. Je note avec satisfaction, comme vous, que le gouvernement s'est enfin mobilisé il y a un an pour porter un objectif ambitieux en matière de développement de l'apprentissage au sein de l'éducation nationale. Je rappellerai les chiffres, il s'agit d'augmenter d'ici 2017 de 50% le nombre d'apprentis dans les lycées publics pour atteindre 60 000 apprentis. Vous dire qu'il y a eu une décennie d'efforts en faveur de l'apprentissage dans l'éducation nationale, notamment relancée par la loi dite Fillon, la loi de janvier 2005. Souvenez-vous des débats sur le collège unique, sur le socle commun de compétences et cette question de l'apprentissage. Malgré tout, les efforts n'ont pas été suivis et la place de cette filière de formation demeure encore trop marginale. On peut noter que le nombre d'apprentis a doublé depuis 2002, mais que les 40 000 apprentis de l'éducation nationale, c'est seulement 10% de l'effectif global des apprentis. Comme l'ont souligné à la fois de nombreux travaux, mais aussi les interventions faites ce matin, j'ai été extrêmement attentive à ce qui a été dit. Il y a des entraves persistantes au développement de l'apprentissage au sein de l'éducation nationale même. Alors certaines sont d'ordre structurel, d'autres sont d'ordre culturel. Au rang des entraves d'ordre structurel, vous avez tout simplement le fait que l'accès aux formations d'alternance est insuffisamment pris en compte au sein des procédures d'affectation et admission post-bac en fin de lycée. Le fait que l'accueil d'apprentis au sein des établissements scolaires se heurte, mes chers collègues, à des règles de gestion dissuasives et contre-productives. Par exemple, savez-vous que le nombre d'apprentis n'est pas pris en compte lors de l'attribution des dotations aux établissements scolaires? Troisièmement, au nom d'une orientation, enfin du refus d'une orientation trop précoce, la loi de refondation de l'école, dont nous avons débattu en 2013, a supprimé, vous le savez, les filières de pré-apprentissage et restreint le dispositif d'initiation au métier en alternance, dit DIMA. Ici, nous avions bataillé pour maintenir ce dispositif parce qu'on considérait que c'était justement un marchepied vers la filière de l'apprentissage qui offre des parcours de réussite alternatifs aux jeunes qui ont besoin de trouver leur voie à partir du collège. Enfin, je soulignerai que la réforme du baccalauréat professionnel, elle est désormais préparée en 3 ans et elle a pénalisé l'apprentissage du fait notamment de la frilosité des entreprises à s'engager pour 3 ans tout simplement dans un contexte économique difficile. Les obstacles d'ordre culturel, encore une fois, les intervenants en ont évoqué certains. Au sein de l'éducation nationale, c'est une filière très très mal connue, pas du tout valorisée par les enseignants, pas plus par les conseillers d'orientation qui de toute façon sont rares. Il y a un vrai problème sur l'orientation. Cette orientation vers l'apprentissage se fait toujours par défaut et non pas par valorisation vers de nobles métiers. Il y a des réticences affichées de la part des enseignants de la filière professionnelle même et de leurs syndicats qui voient dans l'apprentissage une forme de concurrence au lycée professionnel classique. À cet égard, l'éducation nationale peine à considérer les entreprises comme des partenaires à part entière en matière de formation professionnelle. Ça a été rappelé dans le cadre de la réflexion sur les diplômes qu'a fait monsieur, qui est tout à fait exact.
Ayant dit tout cela, et pour faire bref, il y a, je pense, des pistes d'amélioration qui existent, en particulier, par exemple, le développement des parcours mixtes de formation qui vont mêler formation scolaire et alternance. Encore une fois, cette mixité des parcours se heurte à des résistances multiples. Alors, c'est vrai au sein de l'institution, mais c'est vrai au niveau des conseils régionaux. Ça a été bien évoqué, et l'élaboration des futurs PRDF doit être l'occasion de réfléchir vraiment à tout cela, ainsi que la question de l'égalité entre les étudiants et les apprentis. On n'a pas parlé d'Erasmus, mais je pense que beaucoup militent pour un Erasmus des apprentis, mais ce serait aussi une façon de les passer sur pied d'égalité des enseignants. Dernier point, on peut gager aussi que le développement de l'apprentissage dans le pré-recrutement des enseignants, dans le cadre notamment du nouveau dispositif qui remplacera les emplois d'avenir professeurs, sera enfin l'amorce d'une évolution du regard porté sur les formations d'alternance au sein de l'institution. Pour conclure, c'est un défi forcément de taille. Seule une volonté politique forte au niveau national mais régional peut lever les blocages dans le cadre d'une démarche forcément partenariale, ce qui associe absolument l'État, l'école, les entreprises, les chambres de métiers. C'est essentiel. À la Commission de la Culture, on réfléchit beaucoup à ces questions pour apporter notre pierre à l'édifice, justement, dans ce moment un peu stratégique. On a engagé des travaux qu'on partagera bien sûr avec vous il y a quelques semaines de cela, et je parle sous contrôle du rapporteur qui a été désigné pour cette mission, qui est Guy-Dominique Kennel, ici présent, sur l'orientation. Parce que l'orientation, c'est finalement la clé de voûte du collège. Et malheureusement, la réforme du collège, trop peu débattue dans la fameuse loi de refondation de l'école 2013, n'a absolument pas pris en compte la question de l'orientation, qui est finalement très pénalisante, tant qu'elle n'est pas résolue, pour orienter utilement et positivement les jeunes vers l'apprentissage. Donc voilà pourquoi nous avons engagé ces travaux. Je crois que ça va dans le sens de ce que fait la délégation aux entreprises et les autres commissions du Sénat. Bien, merci Madame la Présidente. Alors, avant de laisser la parole aux uns et aux autres, j'ai bien noté vos demandes d'intervention. Je vais peut-être demander à Michel Forissier, puis ensuite à Guy-Dominique Kennel d'intervenir, puisqu'ils sont justement sur les travaux que vous avez cités, des travaux très récents, surtout le rapport qui a été, je crois, présenté hier en commission sociale cette fois. Alors, Michel Forissier. Oui, alors merci Madame la Présidente. Alors, je me suis investi avec quelques collègues suite à un travail que j'ai fait à mon arrivée au Sénat, qui était un rapport pour avis sur la mission emploi et comptes rattachés, où j'ai eu le plaisir de rencontrer Bertrand Martineau et d'échanger avec lui dans le cadre d'auditions sur la problématique de l'apprentissage des contrats aidés. Et puis aujourd'hui, j'ai entendu avec intérêt aussi Marc Ferrassi qui, je pense, nous ont à tous les deux donné l'ensemble des données essentielles sur le sujet. Alors je voudrais être aussi très court parce que je pense qu'aujourd'hui on ne pourra pas rentrer dans le détail des sujets. Et pour moi, pour vous dire que je ne pense pas que ce soit un problème de fonds supplémentaires à attribuer. Parce qu'aujourd'hui, dans un cadre budgétaire contraint, il faut se débrouiller avec l'argent qu'on peut mobiliser. Et on peut, là, les 3 x 3 que nous a expliqué Bertrand Martineau démontrent qu'en mettant 3 fois plus d'argent, on a 3 fois moins de réussite. Donc ça veut dire que quelque part, c'est pas que l'argent qui compte, bien sûr. Je n'irai pas non plus dans la caricature et vous dire que sans argent, on peut tout faire. C'est pas ça mon propos. Mais simplement qu'aujourd'hui, moi, je voudrais attirer l'attention de mes collègues sur le fait qu'on consacre beaucoup d'argent à des contrats aidés et qu'à la sortie de ces contrats aidés, il y a peu de mise à l'emploi. Alors que l'apprentissage conduit beaucoup plus à l'emploi. J'ai le prisme particulier de quelqu'un qui a géré une entreprise artisanale depuis 1968. En mai 68, j'ai créé ma première entreprise dans les métiers de la pierre, la sculpture,
et tout ce qui va avec, restauration d'ouvrages historiques. Et j'ai toujours formé tout le personnel en formation interne, pas forcément même en allant jusqu'à des contrats d'apprentissage, mais parce qu'aussi, dans certains métiers, on a cette particularité où on a une culture professionnelle et où on forme aussi des gens responsables et des citoyens. Ça, il ne faut pas l'oublier. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, les missions locales, tout ce qui est des structures locales pour l'emploi, ont pallié à des déficiences des structures nationales, mais aujourd'hui, on part un peu dans tous les sens. Et en partant dans tous les sens, on perd en efficacité. C'est pour ça que le premier point que je crois qui a été mis en évidence et qu'il faut retenir, c'est qu'au moment où on va appliquer la loi NOTRe, il faut s'inspirer de l'Allemagne et de se dire c'est pas parce qu'on a transféré des compétences que l'État doit rester absent des pilotages. Et ça, c'est la grosse difficulté. Parce que en France, on a toujours tendance à passer à l'autre ce qui est compliqué, sans forcément lui en donner les moyens, et en lui disant ben, maintenant que tu as la compétence, tu te débrouilles. Non, je crois qu'il y a notamment des filières professionnelles. On avait pris l'exemple, par exemple, de la maintenance des éoliennes. Il ne va pas y avoir une formation dans chaque région, il y a de la place pour une formation en France. Donc je crois qu'il y a une échelle aussi des formations qui est importante. Je pense aussi qu'il faut fédérer autour du nouveau projet qu'on a à bâtir les partenaires sociaux, comme en Allemagne. C'est-à-dire que le principe de se dire l'État prélève et redistribue pose un problème, parce qu'effectivement, on se rend compte, on appelle une taxe d'apprentissage, et on se rend compte qu'il y a peu d'argent de la collecte de la taxe qui arrive sur l'apprentissage. Donc, il vaudrait mieux être dans un système comme en Allemagne, où on considère que pour le chef d'entreprise, c'est le développement d'un facteur humain, de la compétence, et c'est un enrichissement pour l'entreprise qui a un vivier de personnel formé à un métier. En plus, la relation avec l'éducation nationale, en France, ça a toujours été compliqué de mettre un politique, de mettre un chef d'entreprise et l'éducation nationale. Parce que chacun voulant, bien entendu, mordre un petit peu sur les compétences ou sur les missions de l'autre, je n'irai pas jusqu'à caricaturer ce qu'on entend très souvent, que toute la faute repose à l'éducation nationale, parce que je pense qu'on a un système éducatif, quoi qu'on en dise, où on a beaucoup de gens qui s'investissent et qu'il faut soutenir. Mais là aussi, il faut être sur un pilotage qui soit équilibré et sur un investissement réciproque qui permette de fédérer autour du projet. Parce que vous voyez, l'Allemagne, État fédéral, arrive à avoir un pilotage national, alors qu'en France, notre principe républicain qui dit d'une manière constitutionnelle que tous les citoyens doivent être traités de la même façon sur le territoire, on se rend compte qu'on n'y arrive pas. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on continue à s'investir sur ce sujet, mais on ne pourra pas arriver à des solutions durables dans le domaine de l'apprentissage si on ne rebâtit pas un code du travail en France approprié au XXIe siècle. Parce que dans l'apprentissage, c'est quand même le monde du travail. Évidemment, avec l'éducation nationale qui doit valider les diplômes, qui doit s'assurer de la qualité de l'enseignement. Mais pour moi, c'est un tout. Et aujourd'hui, on a une chance inouïe, c'est que dans l'application de la loi NOTRe, les régions ont le pouvoir d'expérimentation. Et moi, je crois beaucoup à certaines régions. J'appartiens à la région Rhône-Alpes, qui est quand même une très grosse région où il y a beaucoup d'économies. Et ma collègue l'a dit avant moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est dans nos projets régionaux qu'il faut réfléchir quelle va être la place de la région et surtout les liens avec les autres institutions. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne connais pas de système qui puisse fonctionner correctement si on n'a pas un organigramme clair. Et sur l'apprentissage, c'est un cas typique. À un moment donné, on se dit, mais ça dépend de qui. Et puis aussi, il faut aussi, pardonnez-moi, c'est une vue politique, mais enfin, je fais aussi de la politique, on va dire même à temps complet. Ce qu'il y a d'important, ça serait qu'on puisse fédérer
comme ça se fait en Allemagne, les syndicats de salariés d'un côté et les syndicats patronaux de l'autre. Parce que s'ils parlaient d'une seule voix, pardonnez-moi mesdames et messieurs, ça serait quand même plus facile pour nous de pouvoir bâtir. Parce qu'aujourd'hui, il faut déjà qu'on mette tout le monde d'accord sur chaque sujet, ça ne marche pas. Donc je crois qu'il y a cette arborescence qu'il faut trouver. Excusez-moi d'avoir été trop long. Merci. Alors donc ensuite Guy-Dominique Kennel aussi qui peut nous faire part de ses travaux. Et après j'ai noté un certain nombre de demandes. Nous allons essayer d'aller dans les temps qui nous sont impartis. Alors, je vais essayer d'être le plus bref, et quand je dis ça, c'est dangereux parce qu'habituellement on est très lent. D'abord vous dire que bon, j'ai une petite expérience en matière d'apprentissage puisque j'ai été directeur de centre de formation d'apprentis pendant 10 ans et ensuite après inspecteur de l'éducation nationale en charge de l'apprentissage, parce qu'aucun de mes autres collègues n'a souhaité le faire. Ça vous dit tout. Alors, sans remonter à Mathusalem, simplement vous dire que l'apprentissage souffre de son image. Et pourquoi ? Parce qu'il fut un temps, avant que ce ne soit ouvert aux autres niveaux, que le niveau 5, l'orientation vers l'apprentissage se faisait par la négative. Et là, j'en viens tout de suite au système d'orientation en disant « tu n'es pas fait pour des études, donc automatiquement tu vas vers un métier ». Et je pense que l'erreur qui a été commise au départ, bien qu'il y ait eu des propositions dans ce domaine-là, c'est de maintenir le terme apprentissage dès lors que l'ouverture s'est faite vers les niveaux 4, 3, 2, 1, etc. Je pense qu'on aurait dû trouver un autre sigle lié plus au métier qu'à l'apprentissage. Et je pense que dans l'esprit de l'ensemble des personnes, à commencer par les parents d'ailleurs, parce que au niveau de l'orientation, évidemment, quand on propose aux parents que le jeune doit aller vers un métier de la bouche, plutôt que de faire un enseignement général et un bac S, évidemment, vous connaissez la réaction et la proposition des parents. Et je pense que dès le départ, il y a eu un problème d'image qu'on n'a pas corrigé à ce moment-là. Deuxième élément que je voulais indiquer, c'est que, en complément de ce qu'a dit M. Martineau, dans le Code du travail, il est clairement précisé aussi que l'apprenti a un contrat de travail de type particulier qui intègre une durée de formation. Or, en France, on n'a jamais pris en compte que la primauté, c'était le contrat de travail, c'est-à-dire priorité à l'entreprise et ce qui s'y fait. Et c'est ce qu'on retrouve, vous aurez compris à mon accent que géographiquement je suis proche de l'Allemagne et de la Suisse et que évidemment nous connaissons bien le système d'en face, le système dual qui est orienté différemment et que la primauté est donnée bien sûr à l'apprentissage du métier et ensuite à l'insertion et à l'évolution professionnelle. Je crois que là aussi il y a un switch à faire qui n'est pas évident. Alors se pose le problème d'entrée, c'est-à-dire l'orientation. Quand, on peut dire les régions doivent s'en occuper, etc., c'est vrai, mais au départ, l'orientation se fait où? Elle se fait en troisième. Et elle se fait par les professeurs principaux des collèges. Et très souvent, tout simplement, les professeurs ignorent l'entreprise, non pas parce que, ma foi, ils n'ont pas besoin de l'entreprise, mais parce qu'ils ne la connaissent pas. Et je crois que c'est ce défaut qui existe d'entrée de jeu. Au niveau de l'orientation, les parents qui préfèrent voir une belle carrière intellectuelle à leurs enfants, ce qu'on ne peut pas contester, et deuxièmement, les professeurs principaux en charge de l'orientation, voire les conseillers d'orientation psychologues, qui ignorent la plupart du temps d'ailleurs le fonctionnement d'une entreprise. Donc parce qu'elle n'est pas intégrée dans leur formation initiale. Et je crois que là, il y a effectivement un nœud gordien qui doit être levé et qui ne permet pas justement de donner ces lettres de noblesse à l'apprentissage. Dernier élément, c'est vrai que l'éducation nationale a toujours souhaité conserver l'apprentissage sous sa coupe, non pas pour en faire la promotion, mais tout simplement pour avoir, j'allais dire, quelques débouchés subalternes pour un certain nombre de leurs enfants. Pardonnez-moi, je suis assez cruel, assez violent, bien que ça a été l'éducation nationale, ma maison, depuis le départ. Mais simplement pour dire, l'éducation nationale raisonne par rapport à ses propres besoins.
qui sont le diplôme et non pas la formation professionnelle et l'insertion. Et je crois que là aussi, Philippe Séguin, déjà à l'époque, souhaitait que l'apprentissage relève du ministère du Travail. Il y a toujours eu un blocage à ce niveau-là. Et je pense l'avoir entendu tout à l'heure que, évidemment, l'apprentissage devrait relever d'un autre ministère que le ministère de l'Éducation nationale. Alors, je ne vous dis pas, celui qui réussira à le faire, voilà, on pourra le féliciter collectivement, mais c'est vrai. C'est vrai, dans la définition des diplômes, il ne faut pas s'étonner que le baccalauréat professionnel ne soit pas finalement la panacée au niveau de l'apprentissage. C'est évident, le bac pro n'a pas été fait pour l'enseignement professionnel, elle n'a pas été fait pour les entreprises. Le bac pro a été fait tout simplement pour caser un certain nombre d'élèves qui ne pouvaient ni aller dans le bac général ni dans le bac technologique. Il faut être franc dans ce qu'on dit et moi c'est la pratique qui me fait parler. Donc automatiquement, je crois qu'il y a dans le processus d'orientation et dans le rapport que nous soumettrons d'ici le mois de février prochain à l'ensemble de nos collègues, un certain nombre d'orientations nouvelles à donner et tout simplement d'impacts nouveaux à apporter pour redonner aussi ces lettres de noblesse à l'apprentissage. Je ne me fais pas trop d'illusions au départ parce que quand je dis contrat de travail de type particulier, ça veut dire aussi, et là je m'adresse au président de la PCMA et puis également à la Chambre de commerce, il faudra que la prise en compte au niveau de l'entreprise soit très forte aussi, ce qui est le cas en Allemagne. Il y a même des salariés qui sont détachés pour encadrer et former les apprentis parce qu'au départ, c'est un investissement au niveau de l'entreprise. Et l'apprenti n'est pas, entre guillemets, rentable au sein de l'entreprise, notamment la première année, surtout si la prise en charge n'est pas faite correctement. Si elle est faite correctement, il devient rentable dès la deuxième année. J'en ai fait la preuve au niveau de la pédagogie de l'alternance. Donc simplement pour vous dire qu'à ce niveau-là aussi, il faut qu'il y ait quelques lettres de noblesse qui soient données au sein de l'entreprise, d'abord à l'apprenti, mais aussi à celui qui l'encadre. Et je pense que dans ce cas de figure, on pourra peut-être avancer. Et je ne crois pas que ce soit une question de moyens. Et là, je rejoins mon collègue. Je ne pense pas que ce soit une question de moyens. C'est une question d'origine au départ, question justement d'image à redonner à l'apprentissage et en même temps dire aussi aux parents et dire aux jeunes que lorsque vous avez un métier, vous avez de l'or entre vos mains et que finalement, vous réussissez peut-être mieux que ceux qui ont un baccalauréat, voire des bacs plus 4, plus 5 et qui sont au chômage aujourd'hui. Et là aussi, bon, psychologiquement, il y a du boulot. Merci. Bien, merci pour ces témoignages. Donc, en fonction des demandes de prise de parole, on va essayer de grouper et de faire un peu court, et puis les intervenants répondront. Donc, une première série, Dominique Estrosi-Sassone, Serge Dassault et Nicole Bricq. Dominique, qui commence ? Je vais être très rapide parce qu'aucun d'entre vous n'en a parlé. C'est un sujet qui a toujours fait l'objet de discussions, de débats, y compris entre nos différentes formations politiques. Qu'en est-il pour vous de la baisse de l'âge de l'apprentissage ? On en a souvent parlé, on en a souvent fait un objet, ou en tout cas potentiellement inclure dans des programmes politiques, où on a souvent dit qu'il faudrait baisser l'âge de l'apprentissage à 14 ans. Et comme vous n'avez pas fait référence, je vous souhaite simplement avoir vos avis. Très bien, merci. Serge Dassault. Oui, remercier, Présidente. D'abord, je voudrais remercier Madame la Présidente d'avoir organisé cette table ronde tout à fait passionnante. Monsieur là-bas, qui vient de parler, je ne sais pas comment il s'appelle. Quesnel. Il a raison. Il y a diplôme et métier. L'éducation sociale ne sert qu'à faire des diplômes qui ne servent souvent à rien. Moi, j'ai des petits-enfants qui sont en université. Je leur dis, mais qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Ah, on ne sait pas. Bon, ils apprennent des tas de trucs, mais ils ne savent pas ce qu'ils font après. C'est quand on a un métier, on sait de quoi le faire. Et je voudrais vous poser une question à vous tous. Est-ce que vous savez quel est le principal obstacle de l'apprentissage en France? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi on n'y arrive pas? Vous ne savez pas? Vous n'allez rien dire. Vous n'avez pas prononcé ce mot. C'est le collège unique.
le collège unique est une catastrophe pour l'apprentissage des enfants. Soi-disant, on veut que tout le monde ait les mêmes connaissances. Ce n'est pas possible. Moi, j'étais maire d'une commune, Corbeil-Essonnes. Il y avait tous les ans, et il y a toujours d'ailleurs, 400 à 500 jeunes qui sortent du collège sans savoir rien faire et sans aller où. Ils vont pas dans les lycée, ils vont nulle part. Et qu'est-ce qu'ils deviennent? Malheureusement, souvent des délinquants. Ils traînent, ils font des bêtises, etc. S'ils avaient un métier, ils travailleraient. Or, on ne leur apprend pas un métier. Et il faudrait que, à la sortie de primaire, ce qui est le cas dans d'autres pays, on fasse une sélection entre les gosses qui sont capables de faire des diplômes et ceux qui veulent apprendre un métier. Il faut leur apprendre un métier à partir de 14 ans et pas à la sortie du collège ou avant. C'est trop tard. Il faut qu'ils commencent. Donc le problème est un problème aussi d'image, vous l'avez dit, l'apprentissage est une mauvaise image. Mais finalement, pour tous les enfants, il faut leur apprendre un métier. Et il y a les missions locales dont on a parlé aussi, qui essayent, après l'éducation sociale, qui s'en fout. L'éducation sociale ne s'en occupe pas. Ils ne financent pas les CFA, ils ne financent pas les missions locales, qui bricolent après pour sortir les jeunes de leur situation. Donc tout ça, ça vient du collège unique. Il faut que vous tous vous demandiez la suppression du collège unique avec la formation professionnelle dès la sortie de la primaire, et puis la formation de diplôme pour ceux qui veulent faire des diplômes, mais qui souvent d'ailleurs ne servent à rien. Il y a 150 000 jeunes par an, depuis 15 ans, tout le monde s'en fout, les ministres d'éducation sociale s'en foutent. Qu'est-ce qu'ils font, ces bofs-gaz? Et ils sortent du collège, du lycée ou de l'université sans savoir rien faire. Et c'est pour ça qu'il y a le chômage des jeunes en France, qu'il n'y a pas en Allemagne, parce qu'ils n'ont pas pour un métier. Très bien, merci. Donc le problème, c'est leur apprendre un métier et pas des diplômes. Je vais donc passer la parole à Nicole Bricq maintenant. Oui, merci Madame la Présidente. Moi j'ai deux questions concrètes, compte tenu de l'heure et qu'il va nous falloir aller en séance. La première s'adresse au président Griset. Dans son propos, il a, au sein d'un même corps de phrases, vous avez mis côte à côte, peut-être avec une virgule, je ne sais pas, la baisse de l'apprentissage, qui a été chiffrée tout à l'heure, et la montée des contrats aidés, et notamment des contrats d'avenir. Alors, je voudrais que vous étayiez un peu votre propos sur des chiffres, sur un commentaire, ça me paraît important. Et puis, la deuxième question, elle est à celui qui voudra y répondre, mais de l'intérêt des statistiques sexuées, parce que j'ai lu dans la note, fort bien achalandée de la délégation aux entreprises, dont je fais partie, que les jeunes femmes ne représentaient qu'un tiers des contrats d'apprentissage. Et ma question, c'est pourquoi je la pose? Parce que, on le sait, les économistes le savent, la croissance potentielle, elle repose beaucoup, l'amélioration, elle repose beaucoup sur les femmes dans la vie active. Ça a un effet macroéconomique, vous le savez. Et donc, est-ce que c'est parce qu'elles sont moins nombreuses dans ces filières au départ, alors là, il y a un effet mécanique, ou est-ce que les formations ne sont pas adaptées à elles? Parce que je pense que c'est quand même très important. Et j'ai toujours plaidé pour garder des statistiques sexuées. Voilà un bon exemple. Merci Madame la Présidente et à vos services. Merci. Donc déjà, si vous pouviez répondre à la fois sur alors il y a des questions très précises au président Griset, sur l'âge de l'apprentissage, le collège unique. Qui est-ce qui prend la parole? Monsieur Ferracci. Peut-être à la fois sur l'âge de l'apprentissage et les statistiques sexuées. Sur les statistiques, je pense qu'il y a un effet sectoriel qui est que, contrairement à l'Allemagne, l'apprentissage pèse en France, enfin plutôt surtout localisé dans des filières qui ne sont pas forcément les filières services et tertiaires, et qu'il y a
dans l'inconscient collectif l'idée que, peut-être aussi dans l'esprit des familles, l'idée que les garçons vont plutôt vers l'industrie, les filles plutôt vers le tertiaire, même si c'est pas forcément une loi. Mais je pense qu'il y a un effet sectoriel. Je pense que cette proportion d'un tiers qui est très faible et qu'il faudrait accroître tient aussi au fait qu'on devrait plus développer l'apprentissage dans le secteur des services. Sur l'âge de l'apprentissage, c'est une question lourde. Je pense que pour y répondre, il faut s'intéresser à ce que deviennent les apprentis sur la longue période. Et je n'ai pas beaucoup insisté là-dessus par manque de temps, mais ce que nous disent les évaluations économiques qui regardent toute la trajectoire professionnelle des apprentis, en la comparant avec celle de gens qui ne sont pas passés par l'apprentissage, c'est que l'apprentissage a un très fort effet positif à court terme sur l'insertion professionnelle, mais, et c'est un mais, il faut y faire attention, que l'apprentissage peut aussi freiner ou empêcher des reconversions professionnelles sur le tard. Pourquoi? Parce que l'apprentissage procure des compétences assez spécifiques à un métier et que si on fait l'impasse sur ce qu'on appelle le capital humain général, les compétences de base, les compétences fondamentales, eh bien, dans un monde qui implique à un moment ou à un autre des reconversions professionnelles, on prend le risque de ne pas permettre, de ne pas outiller les gens pour ce type de reconversion en commençant l'apprentissage trop tôt, c'est-à-dire en limitant les savoirs fondamentaux. Donc je pense qu'il faut prendre garde à ça, et ça appelle une seconde remarque concernant l'institution, ou plutôt le cadre institutionnel de notre système d'alternance au sens large, c'est qu'on a deux contrats. On a le contrat de professionnalisation qui s'adresse potentiellement aux plus de 26 ans, mais qui en réalité concerne beaucoup de gens qui ont moins de 26 ans et qui pourraient aller en apprentissage. Et on a le contrat d'apprentissage. La professionnalisation a moins d'exigences en termes de formation, puisque avec 150 heures de formation, on peut accéder à un contrat de professionnalisation. Et l'apprentissage, comme on l'a dit, donne accès à un diplôme avec peut-être des exigences en termes de formation qui sont trop élevées par rapport aux besoins des entreprises. Et Bertrand Martineau a rappelé tout à l'heure qu'en Allemagne, on passait moins de temps sur les bancs des CFA lorsqu'on est en contrat d'apprentissage. Donc il y a un enjeu qui consiste peut-être à rapprocher les deux modèles, faire en sorte que l'apprentissage soit un peu plus proche des besoins des entreprises, mais aussi faire en sorte que la professionnalisation ait des exigences en termes de formation qui permettent justement eh bien, d'envisager des reconversions professionnelles futures. Donc il y a un enjeu aussi de simplification du système à cet égard. Président Griset. Oui, Madame la Ministre, sur le fait que les jeunes filles iraient moins en apprentissage, il y a des constats aujourd'hui, mais il y a eu beaucoup de progrès néanmoins. Il y en a beaucoup plus aujourd'hui que précédemment. Bon, c'est vrai que dans le secteur de l'artisanat, il y a comme des métiers où il est, par exemple en esthétique, il n'y a pas beaucoup de garçons. Bon, il y a des métiers qui sont plutôt fléchés en fonction qu'on soit garçon ou fille, mais il y a des évolutions considérables et on voit aujourd'hui dans bon nombre de filières, même dans le bâtiment, dans l'alimentation, pas mal de jeunes filles qui y viennent, mais on est quand même encore dans une culture, dans une vision globale, mais nous souhaitons naturellement pouvoir développer le nombre de jeunes filles dans les formations et souvent elles y apportent beaucoup. Et on y est favorable. Sur l'apprentissage à 14 ans, le dispositif qui a eu longtemps existé de pré-apprentissage, on n'était pas tout à fait dans l'apprentissage classique, de pré-apprentissage à 14 ans, a démontré que pour un certain nombre de publics en grande difficulté, c'était une solution pour éviter de traîner pendant des années dans le système académique classique. Et donc nous y sommes plutôt favorables. Et là, tous les chiffres démontrent que ça a été souvent une réussite. Concernant la concurrence avec les contrats aidés, madame, les contrats d'avenir, bon, je crois que M. Martineau l'a dit lui-même très bien, toute la mobilisation, les objectifs donnés aux préfets qui ont eux-mêmes fait retomber sur toutes les structures de façon très dynamique le fait qu'il fallait donner une priorité aux contrats d'avenir et aux emplois jeunes, ont naturellement mobilisé la totalité de l'énergie sur ces contrats et ont laissé tomber la priorité sur l'apprentissage. Tout ça est démontré dans l'ensemble des départements de France, sans exception. Les préfets ont très bien fait leur travail. Ils avaient des chiffres à rendre quasiment tous les mois. Et donc, naturellement, la pression a été telle que ces contrats ont été prioritaires sur les contrats d'apprentissage. Mais c'est un effet conjoncturel, pas structurel. Naturellement, mais parce que les contrats ont dû... Les préfets, l'État avait donné des objectifs très clairs. Et donc, pendant cette période-là, effectivement, on a vu que la priorité n'était pas au contrat d'apprentissage sur l'ensemble des services de l'État. Sur la question de la tutelle, apprentissage, éducation nationale ou ministère de l'économie, est-ce que quelqu'un veut en dire un mot? Alors,
En tant qu'ancien responsable au ministère de l'Emploi, je serais tendance à dire il faut tout ramener au travail et à l'emploi. En fait, ce serait compliqué. Il y a 3 problèmes. Bon, d'abord, il faut savoir que le ministère du Travail, il n'a pas les personnels pour faire ça. Il n'y a pas, ni au niveau déconcentré, où il n'y a plus personne, ni au niveau central. Sachez qu'à la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, les personnes qui s'occupent de l'apprentissage, c'est 3 personnes. Voilà, mais je dis pas, enfin, pour ce que le ministère du Travail a à faire, c'est tout à fait suffisant, mais enfin, il faudrait recruter des dizaines et des dizaines de personnes, etc. Donc, il y a un problème de personnel, de qualification, etc. Bon. Mais ça, à la limite, ça peut se régler, on sait faire du Lego administratif, voilà. Le deuxième sujet, c'est quand même que dans un système d'apprentissage, le minimum d'un système d'apprentissage, c'est un référentiel de diplômes nationaux. C'est ce qui existe en Allemagne. Et ça, techniquement, c'est quand même l'éducation nationale qui doit faire techniquement la maintenance de ces diplômes. Alors là où il faut que les entreprises participent beaucoup plus, c'est sur la partie professionnelle, mais sur la partie tronc commun enseignement général, même si je considère qu'il faudrait la réduire, pour le meilleur et pour le pire, mais l'éducation nationale est incontournable. Troisième élément, l'éducation nationale est tout à fait incontournable sur un élément qui a été beaucoup souligné, qui est l'orientation. Ce n'est pas le ministère du Travail qui va orienter les gosses à 16 ans. Ou à 14 ans, ou à 15 ans. Donc essayer de couper le lien avec le ministère de l'Éducation nationale, je pense que ça ne peut pas se faire. Je crois qu'il faut plutôt que l'Éducation nationale s'acculture à l'apprentissage. Je ne dis pas que c'est simple, mais je crois que c'est incontournable, plutôt que d'essayer de lui extirper l'apprentissage et de le redonner au ministère du Travail, ou pourquoi pas au ministère de l'Économie, etc. Pour des raisons vraiment techniques. Si vous avez 2 minutes, d'abord, je partage tout ce qui a été dit sur les fonds publics sur l'apprentissage. On peut dire qu'ils sont plutôt pas bien répartis, il y a tout un tas de problèmes, il ne faudrait pas reparler de la taxe d'apprentissage, une partie qui va aux régions qui n'est pas reversée à l'apprentissage. Tout ce qu'a dit M. Griset, je suis en grande partie d'accord. Il y a un problème de répartition des moyens. Cela étant, globalement, c'est peut-être la vraie bonne nouvelle, c'est que globalement, on n'a pas de problème d'argent. On n'a pas de problème d'argent. Au passage, le réservoir, si on veut faire 100 000, 150 000 apprentis en plus en France, le réservoir, on sait où il est. Il est dans les lycées professionnels. Ils sont pas sur la planète Mars, les jeunes. Bon. Donc, ils sont dans les lycées professionnels. Or, la bonne nouvelle, c'est qu'une année de formation en lycée professionnel, ça coûte 12 000 € pour les finances publiques, toujours, alors que l'apprentissage, ça coûte 8 500, 9 000 €, ça dépend des années, parce que ça change chaque année, les primes changent, on a une instabilité terrible. Mais enfin, ça coûte 8 500 € à peu près par an, et par apprenti pour l'ensemble des finances publiques, je mets la région, l'État, etc. Donc, exonération de charges, etc. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez basculer un jeune d'un lycée pro vers l'apprentissage, vous allez faire des économies sur les finances publiques. Donc, moi, je prétends qu'on peut faire 150 000 apprentis de plus en faisant des économies sur les finances publiques. On n'a pas de problème d'argent en France sur l'éducation et la formation en général. Simplement, l'argent est terriblement mal réparti. Dernier point sur l'âge à 16 ans. Je rappelle, en Allemagne, l'apprentissage, c'est 16 ans. Et ça dure 3 ans. Pas 2 ans et demi, etc. Ça dure 3 ans. Les entreprises s'engagent sur 3 ans. Et d'ailleurs, ça induit un modèle économique différent, puisque sur 3 ans, l'apprenti est rentable en Allemagne. Il est rentable parce qu'il produit, parce qu'il est déjà pré-embauché, parce qu'il va coûter moins cher, etc. L'apprentissage, alors maintenant, avant 16 ans, moi j'ai toujours été relativement hostile pour plusieurs raisons. D'abord, beaucoup de chefs d'entreprise disent qu'à 14 ans, les jeunes ne sont pas matures. Déjà à 16 ans, les jeunes ne savent pas ce qu'ils veulent faire, ils sont totalement immatures, etc. Ils ne savent pas du tout. Donc, ce qu'il faut faire, c'est développer absolument du pré-apprentissage, des stages de découverte, de l'orientation. Et peut-être, c'est ce que je propose, c'est à l'intérieur du collège, créer des filières un peu spécifiques qui font du pré-apprentissage, pas un contrat de travail, mais des stages de découverte dans l'entreprise. Moi, je connais des jeunes qui ont fait un stage bête de 1 semaine, mais vraiment presque machine à café, vous voyez. Et ils ont discuté avec les gens de l'entreprise, et à la sortie, ils voulaient faire de l'apprentissage. Donc, il faut vraiment penser cette question du pré-apprentissage, de la transition, peut-être travailler sur le collège unique, peut-être faire des évaluations sur les compétences des élèves, y compris comportementales, en 5e, et faire des filières un peu spécifiques à partir de la 4e pour faciliter la transition vers l'apprentissage. Mais la signature de contrat d'apprentissage à 14 ans me paraît à la fois pas vraiment correspondre à la réalité de ce que sont les jeunes aujourd'hui, puis accessoirement à ce qu'est l'économie moderne. C'est-à-dire que quand même, des métiers qui sont faisables à 14 ans,
et qui ouvre des perspectives, il y en a quand même plus beaucoup dans l'économie du XXIe siècle. On est quand même globalement dans une montée en gamme des compétences et il faut essayer de laisser le moins de monde possible sur le bord du chemin. Alors, si vous voulez bien, je suis obligée de regarder l'heure, mais pour dire d'abord à nos collègues que en fait la session ordinaire a été ouverte cette nuit, donc ça ne veut pas dire que c'est pas important d'aller en séance, mais ça nous laisse 5 ou 10 minutes de plus. Donc je vais prendre les 3 questions suivantes et on essaiera d'être les uns et les autres très synthétiques. C'est ce que je vous demande. Donc nous avons Olivier Cadic, Martial Bourquin et Annick Billon. Voilà. Alors Olivier Cadic. Merci Madame la Présidente. Oui, première question, ça a été évoqué un moment, 2 apprentis sur 3, donc en Allemagne, sont embauchés dans l'entreprise qui les a reçus. En France, c'est 1 sur 3. Donc est-ce que vous pouvez nous donner une idée qui justifie le fait qu'il y a un tel écart? La deuxième question, très intéressante intervention de M. Martineau. Par contre, je suis un petit peu gêné par la deuxième partie. Vous savez, en termes d'entrepreneur, de chef d'entreprise, moi, quand je recrute quelqu'un, c'est pas le diplôme qui m'intéresse, c'est la compétence qu'il a acquis. Parce que c'est ça qui va être partie prenante pour faire fonctionner mon entreprise. Et quand j'avais dû recruter un apprenti, j'ai créé ma société à 20 ans dans l'électronique. À 24 ans, j'ai voulu recruter un apprenti pour qu'il fasse un BTS électronique. À 24 ans, les avions Marcel Dassault me faisaient confiance pour dessiner les commandes de vol du premier Rafale. Eh bien, à 24 ans, un inspecteur d'académie ne me faisait pas confiance pour prendre en apprentissage un jeune en BTS électronique. Voilà, exactement à la même année. Et donc, ce qui est intéressant dans l'approche de dire si on bascule effectivement l'apprentissage de l'éducation nationale vers le côté emploi et les entreprises en leur faisant confiance, est-ce que vous avez une idée de l'économie sur le budget de l'éducation nationale, puisque ça ferait beaucoup de profs en moins? Donc, quand vous dites le coût est 3 fois supérieur, est-ce que vous avez intégré cette dimension du coût dans l'éducation nationale de ces profs, si on faisait cette économie? Parce que ça, je pense que ça pourrait être intéressant d'un point de vue budgétaire. Troisième point, c'est effectivement, ça a été évoqué par notre collègue Catherine Morin-Desailly, et ça a été aussi évoqué par vous. Et là, par contre, je suis tout à fait en accord. C'est la question des stages d'immersion avant 16 ans, parce qu'il est évident que ça donne pour le jeune, je suis d'accord aussi sur ce côté de maturité, c'est normal, on découvre, et c'est vrai qu'en faisant un stage d'1 semaine ou 2 semaines, ça peut éviter d'aller vers un apprentissage qui échouera, parce que finalement le jeune dira c'est pas mon truc. Enfin, 4e point, et je profite de la venue de Françoise Gatel, parce que c'était une de ses remarques hier sur la question de l'apprentissage, puisque Catherine Morin-Desailly a aussi parlé d'Erasmus, de l'apprentissage, donc passer d'un pays à l'autre. Et là se pose la problématique des législations et des normes que nous avons en France. Et Françoise l'a justement résumé hier. Comment voulez-vous être un apprenti couvreur si vous n'êtes pas autorisé à monter sur un toit? Et donc ça, c'est aussi un problème que nous avons. Et je pense que ça aussi, c'est comment est-ce que vous pensez qu'on puisse l'adresser? Parce que qui dit emploi dit mobilité professionnelle. Merci. Ensuite, Martial Bourquin. Oui. Concernant les comparaisons entre l'Allemagne et la France, c'est très utile. Simplement, comparons ce qui est comparable. On a une industrie différente, déjà. Deuxième chose, on a en Allemagne, l'alternance est le cœur du système éducatif. C'est la seule voie pour aller à certains métiers. Et l'apprentissage est un espace légitime de qualification, complètement légitimé au niveau de la société. En France, nous avons une dualité entre les lycées professionnels et l'apprentissage, si bien que nous trouvons avec quasiment 2 filières de formation. Et donc, réfléchissons un peu comment nous pouvons mieux valoriser, et quelles que soient les alternances, l'alternance en France. Et de ce point de vue, je pense que les régions doivent avoir la main. Les régions doivent avoir la main, comme c'était tout à l'heure par M. Griset, sur la collecte de l'apprentissage, la taxe d'apprentissage. Et avoir avec, bien sûr, comme on disait, une affectation obligatoire, mais aussi le dialogue
dans le cadre des plans régionaux de développement des formations, un débat avec les filières professionnelles pour pouvoir ensuite avoir un plan audacieux de l'apprentissage. Si on ne fait pas ça, on se retrouvera dans 4-5 ans, on fera les mêmes constats ici. Et donc, je le dis, ça, quelles que soient nos divergences ou nos opinions politiques, on est devant un problème structurel. Et pour légitimer l'apprentissage, pas seulement en faire une école de la deuxième chance, en faire une formation initiale à part entière, eh bien, nous devons prendre des directions différentes et surtout simplifier. C'est quand même bien de dire que dans le plan apprentissage, il n'y a plus de problème financier. C'est bien qu'on est devant un problème culturel. Et si on est devant un problème culturel, empoignons-le, puis réglons-le. Bien, alors on va terminer avec Annick Billon. Oui, merci Madame la Présidente. Je vais être assez brève. Je pense qu'effectivement, c'est intéressant de s'enrichir de ce qui est fait à côté, surtout si ça marche, moi. Sortir l'éducation nationale, c'est une des clés que vous avez évoquées pour relancer, développer l'apprentissage. Donc je rejoins mon collègue lorsqu'il fait référence à la difficulté de réformer l'éducation nationale, même jusqu'à aller à sortir l'éducation nationale de l'apprentissage. Et lorsque vous dites, Monsieur Ferracci, oui, qu'il faut flécher l'apprentissage sur les premiers niveaux de formation, donc vous écartez un petit peu le supérieur, c'est valable pour effectivement lutter contre le chômage des jeunes sans diplôme, mais comme le soulignait un de mes collègues tout à l'heure, il y a aussi du chômage de jeunes diplômés. Donc, est-ce que finalement, ça serait peut-être opposer le supérieur aux premières formations, on va dire, et on a tendance facilement en France déjà à opposer systématiquement, et on le voit bien, l'apprentissage n'est pas culturel. Donc, se dire que finalement, on flèche, j'ai peut-être mal compris, je vous vois dire non, on flèche plus précisément les premiers degrés de formation par rapport au supérieur, n'est-ce pas apporter de l'eau au moulin à la culture française qui oppose systématiquement le supérieur à d'autres formations. Et je voulais juste faire référence à tous nos travaux qu'on a eus pendant toute cette année au sein de la délégation aux entreprises, et on l'a bien vu dans les interventions, on a tendance, nous, politiques, à systématiquement vouloir apporter des nouveaux outils, les contrats jeunes, les contrats d'avenir, etc. En réalité, on a l'apprentissage. Eh ben, concentrons nos efforts sur un outil et évitons de nous disperser. Voilà, merci. Très bien, merci. Alors, Monsieur Ferracci, je crois que vous souhaitez répondre. Non, je reviens un petit peu sur mes propos. Enfin, pas pour les contredire, mais l'idée, encore une fois, c'est pas de déshabiller Paul pour habiller Pierre, hein, qu'on soit bien clair. Le constat qu'on fait, encore une fois, c'est que du point de vue de l'efficacité de la dépense publique et du point de vue de l'efficacité de la dépense des entreprises, du point de vue de l'efficacité collective, c'est plus intéressant d'investir sur les apprentis les moins qualifiés. Ça va jusqu'au bac, le cas échéant, au bac professionnel. Le fait que l'apprentissage ait une mauvaise image n'est pas, et ça je pense que l'exemple allemand le souligne assez, n'est pas la conséquence du fait qu'il y aurait des apprentis dans l'enseignement secondaire. La preuve, c'est qu'en Allemagne, il n'y a pas d'apprentis dans le supérieur et que le système a une très bonne image. Donc je pense que l'enjeu ici n'est pas là. L'enjeu n'est pas forcément de rajouter des moyens, ça je souscris totalement à ce qui a été dit. En revanche, l'enjeu et que toutes les sommes qui sont censées financer l'apprentissage financent effectivement l'apprentissage. Et là, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit par M. Griset. Le problème du hors-quota, le problème de ce dispositif qui permet de financer des établissements de son choix lorsqu'on est une entreprise, sans forcément que cela finance des formations en apprentissage, eh bien détourne une partie des ressources. Et il se trouve que ces ressources sont détournées principalement des formations qui pourraient s'adresser aux gens les moins qualifiés. Donc je pense que, pour être très concret, approfondir la réforme du hors-quota, comme ça a été initié par la loi Sapin de mars 2014, pour aller, nous on le préconise dans la note du Conseil d'analyse économique, pour aller vers une suppression pure et simple du hors-quota, c'est une voie vers laquelle il faut aller. Et par ailleurs, je pense qu'il faut arriver, encore une fois, à trouver des ressources pour financer ces dispositifs de pré-apprentissage dont il a été question et auxquels moi je crois beaucoup, mais qui sont extrêmement coûteux. Donc,
dans les moyens qu'on a, je pense qu'il faut faire une réallocation des ressources sur des dispositifs qui marchent et particulièrement sur des dispositifs qui sont à peu près les seuls permettant d'insérer les jeunes sans diplôme. Voilà pour cette table ronde dans le cadre des travaux de la délégation aux entreprises présidée par la sénatrice Les Républicains, Elisabeth Lamure, table ronde consacrée à l'apprentissage et plus précisément au recul de l'apprentissage. On le sait, en 2014, il n'y a eu que 273 000 nouveaux contrats d'apprentissage. C'est peu, notamment si on compare ce chiffre à celui de nos voisins européens, l'Allemagne par exemple, où ce dispositif est jugé très efficace et largement choisi par les jeunes pour s'insérer dans la vie professionnelle. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site sur publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire cet après-midi à 14h45 pour les questions d'actualité au gouvernement. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.